Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je ne vous présente pas un livre, car aujourd'hui, c'est la revue d'actualité de octobre-novembre 2018. Alors, cette revue d'actualité sort avec quelques jours de retard, parce que j'ai eu des contraintes personnelles, bon, c'est comme ça, désolé. Elle va être divisée en fait en deux parties. Une partie qui sort aujourd'hui, qui est la revue d'actualité générale, et puis dans 2 ou 3 jours, je sortirai une revue spéciale Gilets jaunes. Donc aujourd'hui, on parle de tout, sauf des Gilets jaunes. Alors, cette vraie actualité va donc consister, comme d'habitude, à opérer un suivi méthodique pour sortir du conditionnement médiatique. Quels sont les faits les plus marquants des 2 mois qui viennent de s'écouler, à l'échelle internationale s'entend? Alors d'abord, une surprise pour moi, Angela Merkel va passer l'hiver. Je ne pensais pas ça possible, mais de justesse, elle a réussi à imposer son candidat à la tête de la CDU. Et donc ça veut dire que l'agonie du système Merkel en Allemagne va probablement se prolonger encore de quelques mois. Le fait, la naissance des premiers bébés humains OGM. Ça s'est passé en Chine, on en reparlera tout à l'heure, et ça nous promet un avenir absolument radieux. Et puis la question, est-ce que réellement le pétrole de schiste est rentable à 30 $ le baril? C'est ce que dit aujourd'hui l'industrie américaine du pétrole. On en reparlera quand on parlera des hydrocarbures et des technologies énergétiques, mais si c'est vrai, ça change fondamentalement la donne parce que ça veut dire que grâce à leurs progrès technologiques, les Américains ont au moins temporairement les moyens de laisser le pétrole descendre à un prix suffisamment bas pour, dans une certaine mesure, relancer leur économie chancelante un peu plus longtemps que prévu. Le postérisé du mois, eh bien justement ça tombe bien, c'est monsieur Jérôme Powell, le président du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale des États-Unis. Un Jérôme Powell qui vient de communiquer sur le thème en gros « Les hausses de taux, point trop d'infos », ce qui là encore laisse penser que les États-Unis vont peut-être réussir à prolonger un peu plus que prévu la période de petit boom économique qu'ils connaissent actuellement. On en reparlera quand on parlera d'économie et de conjoncture. Alors passons maintenant à la rubrique démographie et flux migratoires. Petite chronique d'une planète en déséquilibre. Donc le fait majeur de ces 2 derniers mois, c'est que de plus en plus, dans le septentrion, c'est-à-dire l'ensemble formé par l'Amérique du Nord, l'Europe, la Russie et par extension l'Australie et la Nouvelle-Zélande, eh bien dans le septentrion, l'immigrationnisme est de plus en plus clairement en question. On sent qu'il y a une remise en cause progressive, douloureuse pour certains milieux, du dogme selon lequel l'immigration serait une bonne chose. Ça se voit en particulier à 4 indices. D'abord un symbole, l'Aquarius, fin de partie. Les ONG qui ont affrété l'Aquarius, Médecins sans frontières et SOS Méditerranée, ont annoncé le jeudi 6 décembre devoir mettre un terme aux opérations de sauvetage de leurs navires humanitaires, privés de pavillon depuis 2 mois. Elles se sont maintenant mises en quête d'un nouveau navire et d'un nouveau pavillon, mais pour l'instant, elles n'ont rien annoncé de concret. Autre anecdote intéressante, le sort de la caravane des migrants remontant d'Amérique centrale à travers le Mexique. Plusieurs milliers de personnes, venues essentiellement du Honduras, qui voulaient se rendre aux États-Unis. En pleine campagne des élections de midterm aux États-Unis, Trump a réagi très violemment, accusant le Honduras, le Salvador et le Guatemala de ne pas avoir été capables d'empêcher les gens de quitter leur pays pour entrer illégalement aux États-Unis. Et il a annoncé qu'il allait couper ou réduire de façon significative l'aide internationale accordée à ces pays. Cette caravane a finalement atteint la frontière des États-Unis après avoir traversé le Mexique, à Tijuana. Les migrants ont tenté de traverser et ils ont été refoulés assez violemment, à grands coups de gaz lacrymogène. Finalement, la grande majorité a renoncé. Et les médias ont publié des interviews de ces personnes expliquant en substance que si elles avaient su qu'elles seraient reçues comme ça à la frontière américaine, elles n'auraient probablement pas tenté cette aventure. Ce qui pose la question de savoir de qui les y a incités, de qui les a aidés à constituer cette caravane, de qui avait intérêt à essayer de déstabiliser Donald Trump.
en ce moment, ou éventuellement, si on considère que Trump est assez machiavélique pour cela, de qui avait intérêt à mettre en scène cette pseudo-invasion repoussée à quelques jours des élections de mi-terme aux États-Unis. En tout cas, tout ça n'est pas bien joli et le message passé par les États-Unis d'Amérique à l'Amérique latine est extrêmement simple. Porte close, point final. Alors dans ce contexte, on peut remarquer aussi le sort du pacte des migrations. Ce pacte mondial, préparé dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, demandait aux États d'organiser un certain nombre de procédures en faveur des migrations et plus précisément des migrants. Il y était question d'organiser le regroupement familial, de fournir aux migrants les mêmes droits à la sécurité sociale et aux services sociaux qu'aux nationaux. Le marché du travail devait promouvoir la pleine participation des travailleurs migrants à l'économie formelle et les aides publiques devaient être réservées aux médias favorables à la non-discrimination des travailleurs migrants. Alors ce pacte ne constituait pas un traité, il n'était pas contraignant, il constituait plutôt une sorte de déclaration de bonnes intentions, mais enfin on sait très bien qu'une fois qu'on a signé ce genre de document, cette signature va être utilisée pour promouvoir un certain agenda et pour faire passer les mesures en question dans la réalité à travers les législations nationales. Presque tous les pays du monde avaient participé à la négociation de ce pacte, mais dans les jours précédents, sa signature qui doit intervenir, je crois, dans 48 heures. J'enregistre le dimanche 9 décembre et je crois que c'est mardi 11 que la signature a lieu. Et bien donc, dans les jours précédant cette signature, les jours ou les semaines, de très nombreux pays se sont désistés. C'est le cas en particulier, sans surprise, de la Hongrie de M. Orban, de l'Italie de M. Salvini, des États-Unis de Donald Trump. C'est aussi le cas de la Suisse, de la Bulgarie, de la Pologne, de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Lettonie, de l'Australie et d'Israël. En Belgique, la signature du pacte a fait exploser la coalition. Le Premier ministre Charles Michel va à Marrakech pour signer le pacte, mais ses alliés flamands ne veulent pas en entendre parler. En Belgique, il y a une problématique spécifique liée aux flux migratoires qui sont instrumentalisés par la communauté francophone pour renforcer son poids à l'intérieur d'un pays où elle est mise en difficulté par la majorité flamande. Il n'est pas exclu qu'à l'occasion de la non-signature ou de la signature, on verra, du pacte de Marrakech, l'explosion de la Belgique ne devienne une réalité. Bref, les milieux immigrationnistes qui s'imaginaient pouvoir faire passer ce pacte en douceur pour ensuite enclencher une démarche générale de remise en cause de la souveraineté des États sur la gestion des flux migratoires, en sont pour leurs frais, ça ne passe plus. Bien sûr, la France, elle, va signer, mais qu'attendre d'autres, évidemment, du gouvernement d'Emmanuel Macron. On reparlera d'ailleurs de ce gouvernement dans quelques jours, lorsque l'on aura la revue d'actualité spéciale Gilets jaunes. Mais ce qui est sûr, c'est que si Emmanuel Macron bat des records d'impopularité, pendant ce temps-là, en Italie, Matteo Salvini, lui, bat des records de popularité. Le Sénat italien a voté récemment la confiance au gouvernement sur un décret-loi très controversé concernant la sécurité et l'immigration. C'est une victoire personnelle pour Matteo Salvini. La Chambre des députés a suivi quelques jours plus tard. À noter que la plupart des députés du M5S ont voté le texte présenté par Salvini. Le texte durcit la procédure d'immigration en Italie. Il prévoit une procédure d'urgence afin de pouvoir expulser tout demandeur se montrant dangereux. Il réorganise le système d'accueil des demandeurs d'asile, qui seront regroupés dans de grands centres par mesure d'économie. M. Salvini a été très habile, tout en prenant ces mesures assez dures. Il a tenu à accueillir personnellement des familles de migrants africains évacués de Libye via le Niger et venus par avion, en déclarant, je cite, « C'est la démonstration que l'Italie est un pays d'accueil, généreux, solidaire, où l'on m'a confié le devoir de ramener un peu de règles, d'ordre et de tranquillité dans un phénomène qui ces dernières années nous avait échappé. » Et M. Salvini a ajouté « La seule façon d'arriver pour des femmes et des enfants en difficulté, c'est l'avion.
Pas les canaux pneumatiques, parce que les canaux sont gérés par des criminels qui, en échange du trafic d'êtres humains, achètent des armes. Alors c'est vraiment habile de la part de Matteo Salvini, puisqu'il coupe l'herbe sous le pied de tous ceux qui voudraient le caricaturer en raciste, désireux de constituer une Italie forteresse. Il pose le problème en termes de gestion pratique d'un phénomène sous l'angle économique et sécuritaire. Et dans ces conditions, eh bien, comme je vous le disais, on est en train d'assister au début de l'implosion d'une idéologie qui nous a été imposée depuis des décennies, l'immigrationnisme, une idéologie qui réputait que l'immigration était un phénomène positif par essence. Grâce au travail de gens comme Matteo Salvini, on revient dans le monde réel, on rappelle que l'immigration est un phénomène qui a des aspects positifs, des aspects négatifs, qu'il doit être organisé, qu'il doit être géré, qu'il doit être canalisé, et que c'est comme ça qu'on rend les choses les moins désagréables possibles, tant pour les autochtones que pour les migrants. Pour information, la cote de popularité de la Lega, de M. Salvini, avoisine aujourd'hui 35%, elle a doublé en un an. Passons maintenant à la partie 3, ressources et technologies. Cartographions les ruptures possibles. Alors tout d'abord, un signal faible. Les USA ont été pour la première fois depuis très longtemps, au début du mois de décembre 2018, exportateurs nets de pétrole. Les États-Unis extraient désormais 11,7 millions de barils par jour, ce qui leur permet de rivaliser avec la Russie, dont la production est du même ordre, et très largement avec l'Arabie Saoudite qu'ils ont redoublé. Alors ça s'est fait comment ? Eh bien ça s'est fait en ouvrant toutes les vannes. Donald Trump avait dit que s'il était élu, je cite, on ferait des trous partout où c'était possible, et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est un véritable tsunami d'or noir qui déferle actuellement sur l'économie américaine, et ça ne concerne pas que l'extraction pétrolière aux États-Unis. Le Canada aussi est concerné. Récemment, un juge fédéral du Montana a suspendu la construction de l'oléoduc géant Keystone XL, qui devait partir d'Alberta pour desservir les États-Unis. Qu'à cela ne tienne, la province canadienne de l'Alberta s'apprête à acheter des wagons-citernes pour accroître de 120 000 barils par jour ses exportations de pétrole que le réseau existant d'oléoducs ne permet plus d'acheminer dans de bonnes conditions. Littéralement, aux États-Unis, ce qui se passe en ce moment, c'est que lorsqu'il est possible de récupérer de l'énergie, et particulièrement du pétrole, eh bien on le fait, et on le fait sans trop se poser de questions sur les conséquences écologiques. Alors tout ça rentre dans le cadre d'une stratégie, la stratégie voulue par Donald Trump, qui veut une suprématie énergétique états-unienne. Est-ce que c'est jouable sur le court terme ? Eh bien, il semble que oui, dans une certaine mesure. Est-ce que c'est jouable sur le long terme ? Ça, c'est une autre question. Jusqu'ici, les Américains avaient plutôt tendance à ne pas trop taper dans leurs propres réserves. Mais visiblement, ça n'est pas la façon de voir de Donald Trump. Dans ces conditions, le pétrole est reparti à la baisse. Le baril de pétrole doit osciller à peu près entre 35 et 70 $ pour les besoins de l'économie mondiale. S'il monte au-dessus de 70 $, ça devient très problématique pour les pays qui n'ont pas de pétrole. S'il tombe en dessous de 35 $, ça a tendance à devenir problématique pour les pays qui dépendent de leurs exportations pétrolières. Le pétrole était monté jusqu'à 80 $ et même un peu au-dessus il y a quelques semaines. Là, en ce moment, il redescend. Il oscille entre 50 et 60 $. Il faut dire qu'il n'y a pas que les États-Unis qui ouvrent toutes les vannes. Et ça nous amène à une problématique particulière, à la fois énergétique et géopolitique, qui est la problématique de Chypre. ExxonMobil, Qatar Petroleum, Total et Eni, la société italienne, sont en train en ce moment d'explorer, de commencer à exploiter du gaz et du pétrole qui se situent au large de Chypre. Alors évidemment, ça ne plaît pas du tout à la Turquie, parce que la Turquie est en conflit avec Chypre, et en particulier, le problème, c'est la répartition des ressources énergétiques des eaux territoriales autour de l'île de Chypre, un facteur de plus de tension à l'intérieur de l'OTAN. Comme d'habitude en matière de pétrole, les questions géopolitiques et énergétiques sont étroitement liées. Une chose amusante, c'est qu'on s'aperçoit que les Américains ont édicté des sanctions très dures contre l'Iran pour faire plaisir à Israël, mais qu'en même temps, on voit bien qu'ils ne luttent pas très sérieusement contre la contrebande de pétrole iranien.
Parce que un des objectifs de Donald Trump, c'est d'avoir le baril le moins cher possible, et pour ça, il lui faut le pétrole iranien sur le marché mondial. On reparlera de cette problématique quand on s'intéressera à l'évolution géopolitique du Moyen-Orient, à l'affaire Khashoggi et au comportement de l'Arabie saoudite. En matière de technologie énergétique, plus généralement, ce qui s'est passé ces 2 derniers mois, c'est que la France a fait le bilan de sa politique énergétique, et globalement, cette politique énergétique apparaît aujourd'hui comme un échec. Et même, semble-t-il, comme un échec programmé. L'électricien finlandais TVO vient d'annoncer que la mise en service commerciale du réacteur nucléaire EPR, construit par le français Areva et l'allemand Siemens, avait encore pris 4 mois de retard supplémentaire. Paris a annoncé la programmation pluriannuelle de l'énergie, par la voix du président de la République lui-même. Et le résultat de cette communication, c'est que le comité central d'entreprise d'EDF a déclaré que cette politique pluriannuelle allait, je cite, à l'opposé de l'intérêt général et menacer la sécurité d'approvisionnement du pays. Rien que ça. En particulier, la fermeture des centrales à charbon va poser le problème de la réduction des moyens pilotables, c'est-à-dire ceux qui sont disponibles à toute heure, les centrales qu'on peut facilement faire monter en charge et faire redescendre ensuite, ce qui est potentiellement contradictoire avec la volonté de développer l'éolien, parce que si vous développez l'éolien, il vous faut avoir des moyens pilotables à côté, puisque par nature, l'éolien est très intermittent et difficile à prévoir. En ce sens, la logique de la programmation pluriannuelle de l'énergie n'apparaît pas très claire, puisque Emmanuel Macron a semblé établir une balance entre la fermeture des centrales à charbon et la prolongation des réacteurs nucléaires. Sauf que les réacteurs nucléaires, eux, ne constituent pas des moyens pilotables à court terme. Et en fait, on a la sensation que tout simplement les gens qui ont travaillé sur ce dossier ont été beaucoup plus soucieux de gérer des effets d'annonce à caractère politique que des contraintes techniques concrètes. Tout ça arrive au moment où la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, a signalé qu'elle avait reçu plus de demandes d'électricité nucléaire à prix régulé pour l'année 2019 de la part des concurrents d'EDF que ce qu'autorise le plafond législatif. En effet, il y a une disposition législative qui s'appelle l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique qui oblige EDF à revendre à ses concurrents jusqu'à 100 TWh de son électricité nucléaire produite en France à un prix fixé actuellement à 42 € le mégawatt-heure. Ce prix doit être, semble-t-il, très attractif, puisque la CRE a reçu un total de demandes de 133 TWh. Alors, sans entrer dans les détails, on a vraiment l'impression que le pilotage de ce dossier, qui devrait être purement technique et répondre à des considérations pratiques, du genre de quelle quantité de tonnes équivalent pétrole la France aura-t-elle besoin en 2025, sous quelle forme et comment vais-je lui fournir, eh bien, ce dossier donc est piloté en fait vraiment en fonction de contraintes politiques d'ailleurs que potentiellement des puissances rivales, voire hostiles à la France, peuvent avoir envie de renforcer pour flinguer un concurrent dont les procédures de pilotage sont fragiles et fragilisables. Alors ça donne matière à réflexion quand on voit par exemple le rapport de l'organisation Oxfam qui met les banques françaises en accusation. Cette ONG a publié fin novembre un rapport selon lequel les 6 banques françaises les plus importantes auraient réduit depuis la COP21 leur financement aux énergies renouvelables au profit des énergies fossiles. Et Oxfam de souligner que, je cite, le charbon reste encore trop prépondérant, comptant en moyenne pour 8,5% des énergies financées. Alors ça fait penser à la blague de Vladimir Poutine qui était allé dire il y a quelque temps aux Allemands, il y a une chose que je comprends pas chez les Allemands, c'est qu'ils aiment pas le nucléaire et ils aiment pas le gaz naturel. Mais comment ils comptent disposer de leur énergie dans les années qui viennent ? Alors, le public avait ri quand Poutine avait dit ça, mais c'est une question tout à fait sensée. Dans la réalité, on voit très bien que la montée en puissance des renouvelables, si elle a lieu, prendra encore 1, 2, voire 3 décennies et qu'elle ne compensera que très partiellement une éventuelle réduction des carburants fossiles. Alors évidemment, on peut dire, tant mieux, nous avons besoin d'aller vers une énergie utilisée de façon plus prudente, nous avons besoin de retrouver une certaine sobriété en la matière, et finalement, le seul véritable kilowatt gagné, c'est celui qu'on ne consomme pas. Mais en attendant, dans la réalité du système économique tel qu'il fonctionne, on voit très bien qu'on a des États-Unis
qui se relance coûte que coûte par l'énergie, et une France qui semble hésiter, qui semble se laisser happer dans une vision des choses émotionnelle, dans ce qu'on a un peu envie d'appeler une sorte de délire collectif écologiste, sans qu'on voit vraiment émerger en fait de solutions énergétiques crédibles à moyen et long terme. Donc tout ça est assez inquiétant et ça risque de ne pas arranger le score. Ce qui se passe en ce moment avec les Gilets jaunes, il faut s'en souvenir, a commencé officiellement autour d'une histoire de fiscalité écologique. Quoi d'autre sur le plan technologique ces 2 derniers mois? Eh bien, j'ai relevé une petite information amusante qui est que Twitter a censuré des milliers de comptes qui appelaient à l'abstention avant les élections états-uniennes de mi-mandat. On voit très bien effectivement comment en créant des milliers ou des dizaines de milliers de comptes visant à répandre dans l'opinion l'idée que ne pas voter est une attitude politique raisonnable, et en ciblant ces messages pour les diriger vers les catégories de l'électorat qu'on veut ne pas faire voter, on peut obtenir des résultats assez intéressants sur le plan électoral, et on voit donc très bien l'importance qu'une société comme Twitter est en train de prendre dans le déroulement des processus démocratiques aux États-Unis. Autre information intéressante, Sears Holdings s'est placé sous le régime de la protection des faillites. Sears Holdings, c'est un géant américain de la distribution. C'est le 3e groupe de distribution aux États-Unis, derrière Walmart et Home Depot. Il possède un réseau de 3800 magasins dans le commerce de détail. Sa quasi-faillite est liée à son incapacité à lutter contre le commerce en ligne, c'est-à-dire qu'en fait, c'est en grande partie Amazon qui est en train de tuer Sears Holdings. Un indice de plus du fait que le développement du commerce électronique va avoir des conséquences négatives sur l'emploi, car il est clair que on ne peut pas comparer les emplois du commerce de détail classique et les emplois du commerce en ligne. Si vous comparez par exemple les ratios chiffre d'affaires sur effectifs de Walmart et d'Amazon, vous arrivez à la conclusion qu'il faut à peu près 200 000 $ pour un emploi chez Walmart et à peu près 350 000 $ pour un emploi chez Amazon. Enfin, nous pouvons reparler des fameux bébés OGM chinois. Dans la série New Brave China, je crois que les Chinois sont en train de nous faire une sorte de démonstration selon laquelle ils pourraient réaliser toutes les dystopies les plus cauchemardesques envisagées par les Occidentaux depuis un siècle. Et dans ce cadre-là, ils ont décidé de faire New Brave World, le meilleur des mondes, mais version New Brave China. Donc un chercheur chinois vient récemment d'affirmer avoir fait naître les premiers bébés génétiquement modifiés. Monsieur He Jiankui a déclaré qu'il avait permis la naissance de jumelles dont l'ADN a été modifié pour les rendre résistantes au virus du sida. Il a dit que 8 couples, tous composés d'un père séropositif et d'une mère séronégative, s'étaient portés volontaires pour l'essai. Alors en fait, on n'est pas très sûr de ce qui s'est passé en réalité, mais ce qui est intéressant déjà en soi, c'est qu'on a confirmation que ce genre de recherches sont bien conduites. Voilà, c'était dans la série « Je vous remonte le moral ». Passons maintenant à la partie géopolitique et essayons d'anticiper les basculements prévisibles à partir de ce que nous pouvons observer. Alors d'abord, comme je vous disais, la surprise c'est que Angela Merkel va passer l'hiver. Comme quoi, c'est tenace ces bêtes-là. En fait, tout le monde sait que la coalition que dirige Angela Merkel ne peut pas durer jusqu'à la fin théorique de son mandat et que très probablement elle va exploser dans le courant de 2019. Et donc à partir de là, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il a fallu renouveler le patron de la CDU, Merkel a choisi de ne pas se représenter parce qu'elle savait qu'elle serait battue. Donc elle a mis en avant sa candidate, Madame Annegret Kramp-Karrenbauer, qu'on pourrait en quelque sorte décrire comme un clone d'Angela Merkel. Madame Merkel, c'est une baby-boomeuse allemande, née en 1954, au milieu de la génération du baby-boom, et Madame Kramp-Karrenbauer, c'est une baby-boomeuse allemande, née en 1962, à la fin de la génération du baby-boom. Elle ne vient pas d'Allemagne de l'Est, comme Madame Merkel, mais au contraire de Sarre.
Elle a démontré dans sa région d'origine une certaine habileté à faire des coalitions, à naviguer à l'intérieur d'une politique allemande où on aime bien les gens qui ne font pas trop de vagues. Le fait qu'elle succède à Angela Merkel est un signe de plus du caractère néo-matriarcal de l'Allemagne contemporaine. Elle était opposée au ministre fédéral de la Santé, Jens Spahn, un monsieur qui est né en 1980, ce qui fait de lui le Benjamin de la compétition. Alors lui, il représentait la ligne en quelque sorte rigueur financière intransigeante, puisque ce monsieur s'est fait connaître il y a quelques années en s'opposant à un projet d'augmentation des retraites, car, disait-il, il s'agirait d'un cadeau aux retraités à moyen et long terme qui, selon lui, serait trop coûteux. Ça l'a placé en porte-à-faux en face des seniors allemands. Et il y a un lobby, en quelque sorte, des seniors en Allemagne qui s'appelle la Seniorenunion, qui a essayé d'empêcher sa reconduction dans ses fonctions antérieures à plusieurs reprises. L'échec de M. Spahn est représentatif du fait que cette Allemagne, donc néo-matriarcale, est aussi une Allemagne vieillissante, où la génération du baby-boom pèse un poids tout à fait disproportionné à cause des faibles indices de fécondité qui ont caractérisé le pays depuis 50 ans. Le principal concurrent de Madame Kramp-Karrenbauer n'était, cela dit, pas Jens Spahn, c'était Friedrich Merz. Alors Monsieur Merz est un presque contemporain d'Angela Merkel. Il présente la particularité d'être en partie d'ascendance huguenote française, ce qui pourrait nous le rendre sympathique. Cela dit, ça n'a pas grand-chose à voir avec les raisons de sa candidature et les raisons de son échec. En fait, Monsieur Merz représentait le projet d'un virage à droite de la CDU, en particulier sur les questions d'immigration. Le problème de la CDU, en effet, c'est que depuis que Angela Merkel, pour des raisons qui ne sont d'ailleurs toujours pas claires, a décidé d'ouvrir en partie les portes en 2015 à des flux migratoires incontrôlés, un concurrent redoutable a émergé sur sa droite, Alternative für Deutschland. La proposition de M. Merz sur le plan politique, c'était de redroitiser la CDU, partant du principe que, de toute façon, la coalition avec le SPD ne pouvait pas durer, et très clairement, en filigrane, ce qui se dessinait, c'était un rapprochement entre la CDU et Alternative für Deutschland, et pourquoi pas une absorption d'Alternative für Deutschland, une Alternative für Deutschland civilisée, en quelque sorte, dans le cadre d'une mouvance générale sous pilotage de CDU. Bien sûr, tout cela n'a absolument pas été officialisé. Bien sûr, officiellement, il ne s'est agi que de lutter contre la montée de AfD, mais l'examen des forces agissantes dans la société allemande contemporaine amène à la conclusion que, en réalité, derrière la candidature de M. Merz, il y avait l'émergence de ce type d'alliance, très probablement. Donc avec la victoire de peu d'ailleurs, elle a eu 50 des voix, de Mme Annegret Kramp-Karrenbauer, l'échec de M. Spahn et l'échec de M. Merz, qu'est-ce que nous avons? Eh bien nous avons l'Allemagne d'Angela Merkel, c'est-à-dire une Allemagne vieillissante, dominée par son baby-boom, inscrite dans une culture de plus en plus clairement néo-matriarcale, qui choisit d'essayer de faire durer encore quelque temps ce modèle en espérant pouvoir trouver une coalition de rechange à la coalition SPD-CDU actuelle qui est extrêmement fragile. Combien de temps ça pourra durer, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, on en est là et donc, contre toute attente, et je dois le dire à ma grande déception, la grosse Merkel va encore passer un hiver à la chancellerie. Quoi d'autre? Eh bien, signalons un petit fait qui nous fera plaisir à nous Français, c'est que la Nouvelle-Calédonie a choisi de rester française. Il y avait un référendum et les Néo-Calédoniens ont choisi la France. Ils n'ont pas voulu de l'indépendance, semble-t-il. Alors, pourquoi ce choix? Est-ce que c'est parce que la culture française, finalement, leur ouvre un accès à l'universel plus grand que la culture kanak, qui est certainement très belle, je n'en doute pas, enfin, qui a tout de même moins de rayonnement mondial que la culture française, c'est un fait. Malheureusement, j'aimerais bien pouvoir dire que c'est ça, mais je pense que c'est pas tout à fait ça. Je pense que ça vient tout simplement du fait que les cours du nickel se sont cassés la gueule, et que si il y a une vingtaine d'années, l'indépendantisme kanak avait du vent dans le dos, parce que les cours du nickel étaient élevés et parce que, tout simplement,
la Nouvelle-Calédonie pouvait espérer être viable économiquement. Comme depuis les cours de cette matière première ont pris un coup dans l'aile, eh bien le projet de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie a aussi pris un coup dans l'aile parce que en Nouvelle-Calédonie, c'est comme partout dans le monde, on parle de la culture, de l'enracinement, de la revendication d'une authenticité, les racines des ancêtres, blablabla, et mon tam-tam et ma tribu, etc. Et puis à un certain moment, une fois qu'on a bien agité comme ça tous les moulins à prière qu'on avait agités, on dit bon alors, si je fais ça, ça me rapporte quoi? Et si je fais ça, ça me rapporte quoi? Ah ben, en fait, je vais faire ça parce que ça me rapporte plus. Et donc, je vais rester français. Voilà, je pense que c'est ça le fond de l'affaire. Et puis, si on s'éloigne un petit peu de nos histoires franco-françaises dont tout le monde se fout dans le reste du monde, la question principale, évidemment, de ces 2 derniers mois, c'est la question de savoir si Donald Trump a été consolidé ou au contraire fragilisé par les élections de mi-mandat aux États-Unis. Alors, la réponse n'est pas évidente. En fait, l'impression qu'on a, c'est que les États-Unis s'acheminent pour les 2 années qui viennent vers une situation paradoxale de stabilisation par l'instabilité. Ce que je veux dire par là, c'est que Trump devra compter avec un Congrès à majorité démocrate, ce qui risque de le paralyser dans certains domaines. Mais finalement, le fait qu'il soit paralysé, étant donné son activisme exacerbé, est probablement plutôt de nature à lui rendre un petit peu service et surtout à rendre service aux États-Unis. J'ai l'impression que beaucoup de gens aux États-Unis, y compris à Wall Street et peut-être même surtout à Wall Street, commençaient à avoir peur du caractère imprévisible de Donald Trump et que finalement, avoir comme ça une situation de cohabitation forcée où les milieux d'affaires vont pouvoir s'appuyer sur ce parti républicain qui n'a pas grand-chose à leur refuser, tout en ayant du levier sur cet imprévisible Donald Trump, parce qu'après tout, on ne sait jamais, avec l'enquête russe qui progresse, avec des liens avérés qui ont été mis en lumière entre certaines composantes de la campagne Trump de 2016 et le Kremlin, avec en plus cette Chambre des représentants, la majorité démocrate, eh bien Donald Trump va se sentir un petit peu en porte-à-faux. D'ailleurs, il est en train visiblement de faire le ménage à l'intérieur de sa propre administration. Le turnover est toujours aussi élevé. Là, il vient de changer à nouveau de secrétaire général. Bref, finalement, tout ça arrange peut-être plutôt les milieux d'affaires, arrange beaucoup de monde à l'intérieur de l'establishment américain, et le plus probable, c'est qu'on va essayer de s'organiser à ce niveau-là pour gérer les 2 dernières années du premier mandat de Donald Trump. Et en fait, on est dans une situation où, puisqu'il va être plus facilement mis sous contrôle, son impeachment ne devient pas nécessairement plus probable, même s'il est un peu fragilisé politiquement. On verra la suite des événements, mais en tout cas, vu de France, donc vu de très loin, c'est la sensation qu'on a. Alors nous, Français, ça nous concerne beaucoup, parce qu'il s'est passé ces dernières semaines quelque chose quand même d'assez intéressant, qui est que entre le toy boy Emmanuel Macron et le tough guy Donald Trump, l'histoire d'amour est terminée. Je rigole à peine parce que quand on se souvient de la visite surréaliste de Macron à Washington avec Trump passant son temps à lui faire des mamours, on s'est vraiment posé des questions tout de même sur la nature de la relation de ces 2 loustiques. En tout cas, visiblement, leur histoire d'amour est terminée. Ça chauffe entre Trump et Macron. Donald Trump a un projet pour les Européens. Et ce projet, c'est que les Européens prennent en charge leur défense, dit-il, davantage. Donc qu'est-ce que ça veut dire dans la bouche de Donald Trump? Ça veut dire que les Européens vont augmenter leur contribution au budget de l'OTAN pour que l'OTAN puisse acheter plus d'armes américaines pour faire tourner l'industrie de l'armement aux États-Unis, ce qui va rapporter des bénéfices aux capitalistes américains et des jobs aux ouvriers américains. Et qui permettra de continuer à tenir les pays européens en dépendance. Simplement, au lieu d'avoir à payer les troupes chargées de leur protection, on fera payer le coût de la protection par les personnes racketées elles-mêmes, ce qui est encore une façon de rendre le racket finalement plus rentable. Bon, c'est un petit peu ça la logique de M. Trump. Alors évidemment, en Europe, il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord.
Il y a les Allemands qui ne sont pas tout à fait d'accord pour augmenter leur budget de la défense parce que l'Allemagne est un pays merveilleux. Ce pays de seniors un peu gâteux, confit dans un néo-matriarcat ridicule, comme je vous expliquais juste avant, a la particularité de prétendre à une politique étrangère, éventuellement même agressive à l'égard de la Russie quelquefois, alors qu'il n'a pas d'armée. Mais apparemment, ils n'ont pas remarqué que c'était utile d'avoir une armée. De la part des Allemands, c'est très surprenant, mais c'est comme ça. Bon, et puis il y a un autre pays que ça embête, mais qui lui a par contre plus de suite dans les idées quand même, mine de rien, c'est la France. Avec un président français qui veut sa défense européenne, qui veut renforcer le commandement intégré France, Allemagne, Espagne, plus un certain nombre de petits pays qui s'y agrègent, qui veut une véritable autonomie de la défense européenne. Et ce président français, Emmanuel Macron, l'a dit dans une interview à CNN, « Je ne veux pas voir les pays européens augmenter le budget de la défense pour acheter des armes américaines ou des matériels issus de votre industrie. Si nous augmentons notre budget, dit le petit Emmanuel, c'est pour bâtir notre autonomie. » Alors ça, évidemment, ça n'a pas plu aux États-Unis et ça n'a pas plu à Donald Trump, d'autant plus que Emmanuel Macron s'est aussi permis de regretter publiquement la décision du gouvernement belge d'acheter des avions de chasse F-35 américains plutôt qu'une offre européenne, car, a dit Emmanuel Macron, c'est une décision qui stratégiquement va à contrario des intérêts européens. Alors on retrouve là tout à fait ce que je vous disais précédemment concernant la rupture entre, on va dire, atlanto-sionistes et euromondialiste, Trump étant l'homme des réseaux atlanto-sionistes et Macron celui des réseaux euromondialistes. Est-ce que c'est bien raisonnable de la part du petit Emmanuel Macron de monter comme ça sur la pointe des pieds pour essayer de regarder dans les yeux le grand Donald Trump? Personnellement, j'ai quelques doutes, très honnêtement, mais je dois dire que sans avoir aucune illusion sur les réseaux qui sont derrière Macron et les intérêts qu'ils poursuivent, je veux bien lui accorder une chose, nous n'avons aucune raison de nous faire taxer pour acheter obligatoirement des armes américaines. Je pense que la France a les moyens de son autonomie dans une très large mesure, que c'est même pas la peine d'aller chercher une défense européenne, même si ce serait mieux effectivement de pouvoir la constituer, et que dans ces conditions, on n'a pas de raison d'acheter la camelote à l'oncle Donald. Donc une fois n'est pas coutume, je suis obligé de donner raison à Emmanuel. Vous voyez, comme quoi tout arrive, bon, ça me fait un peu mal à la gueule, mais c'est comme ça. Je lui donne raison en théorie, après en pratique, comme je vous disais, j'ai quelques doutes, parce que bon, là en ce moment on est à la veille d'une nouvelle course aux armements, les États-Unis sont en train de saboter les traités existants et qui limitaient en particulier la course dans le domaine missilaire. Les Russes ont déjà fait savoir par la voix de Vladimir Poutine que si on les cherchait, on les trouverait. Donc ça me fait un peu penser, si vous voulez, à une citation célèbre de Michel Audiard. Quand les mecs de 120 kilos disent certaines choses, les mecs de 60 kilos les écoutent, et comme Trump et Poutine pèsent 120 kilos et que Macron pèse 60 kilos, voilà, hein, bon. Mais quand même, bel essai du petit Emmanuel. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ces 2 derniers mois. Je vais maintenant passer très rapidement en revue un certain nombre de problématiques secondaires, simplement pour les lister, pour vous donner un petit peu une vue d'ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace eurasiatique? Eh bien, dans l'espace eurasiatique, d'abord, on assiste visiblement à une espèce de concours de mouvements tournants en Asie centrale. Les Américains essayent de retourner le Kazakhstan, pendant que les Russes lancent une grande offensive pour renforcer leur influence sur l'Ouzbékistan. En Europe de l'Est, Belgrade et Paris se chamaillent. Alors la raison officielle, c'est le traitement infligé au président serbe à l'occasion du 11 novembre. Les Serbes ont très mal pris que le dirigeant du Kosovo, cette espèce de petit état croupion installé par les Américains entre l'Albanie et la Serbie, se soit trouvé dans la tribune d'honneur alors que le président serbe était relégué dans une tribune secondaire. Étant donné que la Première Guerre mondiale a représenté pour la Serbie une épreuve historique, je dirais à peu près comparable à ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale pour les Soviétiques, ils l'ont très mal pris, et c'est d'ailleurs bien normal. Pourquoi ce camouflet a-t-il été infligé au président serbe? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une décision d'Emmanuel Macron? Je ne pense pas. À mon avis, il n'a pas validé personnellement le plan ou qui serait où pendant cette cérémonie. Quelqu'un visiblement avait très envie de faire monter la tension entre Belgrade et Paris, au moment précis où, il faut le savoir, la tension monte très fortement entre le Kosovo et la Serbie. Les Kosovars envisagent de se doter d'une armée, et les Serbes ont déjà fait savoir qu'ils ne l'accepteraient pas facilement et qu'ils espéraient ne pas avoir à se servir de la leur. Donc d'ici à ce qu'on ait un épisode de guerre de Yougoslavie, le retour, il n'y a pas loin.
Quoi d'autre sinon? Eh bien, l'affaire. Alors, je vais me lancer. Huawei. Enfin bon, non. Bref, il y a une société chinoise dont vous avez le nom écrit sur la planche qui est affichée à l'écran. Huawei. Cette société chinoise fabrique des équipements électroniques, des téléphones portables, des pièces des téléphones portables, ce genre de choses. Et elle est accusée par les autorités américaines d'espionnage technologique et en particulier d'être une facilitatrice d'espionnage technologique pour le compte de Pékin. D'ailleurs, Tokyo vient d'annoncer que les administrations japonaises n'utiliseront plus ce type de matériel, les matériels venant de cette société. Les Américains ont décidé de faire monter la tension sur ce point et récemment, on en reparlera dans un moment, ils ont fait arrêter une dirigeante de ce groupe chinois. Donc voilà, tout le monde devra choisir son camp. Il est intéressant que Bruno Le Maire ait récemment déclaré que la France continuerait, elle, à travailler avec cette société, ce qui est une façon de plus de dire que Paris ne semble clairement pas choisir le camp de Washington, ni concernant la défense européenne, ni concernant les relations économiques et techno-économiques avec la Chine. La Chine qui est à la manœuvre et qui donne manifestement la priorité au trajet sud des routes de la soie. Au Moyen-Orient, les Chinois et les Américains semblent être parvenus à un accord. L'administration Obama avait autorisé le doublement du canal de Suez. L'administration Trump aurait autorisé le tracé d'une route terrestre par Israël. Le Shanghai International Port Group vient d'acheter la concession d'exploitation des ports d'Haïfa et d'Ashdod. Et la Chine construira également le tunnel du mont Carmel pour doubler l'approvisionnement du port d'Haïfa. Donc on a là un phénomène qui se déroule actuellement assez régulièrement dans le monde, qui est que des acteurs qui sont en conflit en général peuvent s'allier sur un théâtre d'opération précis, faire abstraction de leur opposition, parce que là, ils ont des intérêts convergents et ils peuvent conclure, pour reprendre la formule à la mode, un deal win-win. Donc qu'est-ce qu'ils y gagnent? Eh bien, les Américains y gagnent la sécurité de leur base israélienne, car une Chine qui dépendra pour son commerce d'Israël donnera certainement instruction à son allié et client iranien de ne pas détruire cette base, et les Chinois de leur côté y gagnent la possibilité d'aborder plus facilement l'Europe par le sud, par la Méditerranée, ce qui semble être clairement leur stratégie. Le président chinois Xi Jinping vient d'ailleurs de visiter Madrid et Lisbonne, une visite officielle en forme de manœuvre géopolitique pour maintenir des relations dans un moment compliqué pour la Chine, si l'on en croit M. Ángel Sáenz Carranza, le directeur du Centre espagnol de géopolitique et d'entreprise. En décembre de cette année, les États membres de l'Union européenne vont se prononcer sur un dispositif de contrôle des investissements étrangers, surtout chinois, pour protéger les secteurs clés comme l'énergie. Et là aussi, en Espagne, au Portugal, Xi Jinping est venu chercher un deal win-win, car il faut savoir que l'actuelle direction espagnole, en particulier M. Sanchez, veut, on s'en est encore rendu compte avec l'affaire de Gibraltar récemment, refaire de l'Espagne un pays qui compte en Europe. Alors moi ce que j'ai à en dire c'est que, bon, je n'ai rien contre le fait que les Espagnols jouent leur jeu, bien sûr, tout le monde joue son jeu, mais enfin tout de même la Chine c'est pas ma tasse de thé si j'ose dire, parce que comme je vous disais, c'est le pays de New Brave China et des enfants OGM. Accessoirement c'est un petit peu aussi le pays qui est en train de nous jouer la Chine de cristal, c'est un peu comme dans l'âge de cristal. Récemment, on a appris que donc le grand projet de Pékin, c'est de noter tous ses citoyens sur la base de leur comportement enregistré dans une base de données gigantesque. À partir de 2021, Pékin devrait affecter une notation personnelle à chacun de ses résidents, en commençant par la capitale elle-même, puis en étendant progressivement le système à l'ensemble du territoire chinois. Les personnes dotées d'un bon crédit social, entre guillemets, obtiendront plus facilement certains avantages que les personnes qui ont violé la loi ou dont le comportement, d'une manière générale, n'a pas donné satisfaction. Pékin nous prépare une espèce de cité harmonieuse, une civilisation d'insectes humains, tous parfaitement dans le moule, constamment surveillés, constamment évalués, avec possibilité sans doute de les retirer du jeu s'ils ne donnent pas satisfaction, enfin quelque chose vraiment comme l'âge de cristal. Voilà, alors les Espagnols peuvent bien jouer leur jeu, mais il faut quand même savoir un petit peu avec qui on travaille et se poser la question du modèle de société qu'on veut promouvoir.
car quelque part, quand on passe une alliance structurelle avec des gens qui promeuvent un modèle de société comme ça, c'est bien qu'on se prépare soi-même à aller un petit peu dans la même direction, ce qui peut mettre un peu mal à l'aise. Quoi d'autre? Eh bien, en Eurasie, on constate que clairement le Pakistan est dans le viseur de qui? Probablement dans le viseur de Washington. Alors c'est assez facile de savoir quand un pays est menacé de déstabilisation par les États-Unis. Il faut regarder où vont passer les routes commerciales et particulièrement les gazoducs et les oléoducs, et où les abrutis, genre État islamique ou autres islamo-délirants de service, viennent mettre des bombes, montent des manifestations pour dénoncer les libertés scandaleuses d'après eux accordées aux femmes contemporaines, etc., etc. Et clairement, quand on se livre à ce genre de petite analyse sur l'Eurasie actuelle, on arrive à la conclusion que le Pakistan est dans le viseur, avec effectivement un très grand projet de corridor chinois, un corridor commercial chinois, complété par effectivement du gazoduc amenant du gaz iranien à la Chine et à l'Inde via le Pakistan. Et comme par hasard, effectivement, des attentats dans les zones tribales, alors un petit peu de tout le monde, hein, des mouvements islamistes, des indépendantistes baloutches, il y en a pour tous les goûts. Une obscure affaire Asia Bibi, nom d'une pauvre dame, une chrétienne menacée de mort, enfin soi-disant condamnée à mort par une soi-disant justice pour un soi-disant blasphème. Bref, tout ça sent bien l'agitation par un certain nombre d'ONG et d'officines, même pas non gouvernementales. Le Pakistan est dans le viseur. Simultanément, on voit très bien que Moscou tisse sa toile. Moscou, en ce moment, se rapproche de Rome, ou plus exactement, Rome se rapproche de Moscou. Le président du Conseil italien, M. Conte, est récemment allé à Moscou, où il a tenu un discours très poutino-compatible. Budapest a des liens tout à fait officiels avec la Russie de Vladimir Poutine. Personne ne peut ignorer que M. Orban n'a pas de problème particulier à travailler avec la Russie de M. Poutine. Et Budapest a aussi maintenant des liens renforcés avec Ankara, ce qui prouve que les inimitiés historiques peuvent parfois être surmontées. M. Erdogan a fait récemment une visite d'État à Budapest qui s'est très bien passée. Bref, il y a tout un espace regroupant une partie des Balkans, une partie du Proche et Moyen-Orient, où Moscou est en train de tisser sa toile. Et au milieu de tout ça, alors il y a la mer d'Azov. La mer d'Azov où récemment la marine russe a intercepté 3 petits navires ukrainiens. Alors là, bien entendu, comme toujours dans ces cas-là, tout le monde a sa version. Pour les Russes, ce sont les Ukrainiens qui ont fait preuve d'un comportement provocateur. Pour les Ukrainiens, ce sont les Russes qui tentent de fermer la mer d'Azov en tirant argument du fait qu'une bonne partie se trouverait dans les eaux territoriales russes si l'on admet l'annexion de la Crimée par la Russie, annexion que Kiev ne reconnaît pas. Bon, une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Mais peu importe au fond, il ne s'agit pas de savoir qui a tort ou qui a raison dans l'absolu, il s'agit de savoir géopolitiquement ce que ça veut dire. La question que pose cet affrontement, c'est s'agit-il d'un simple prétexte de la part d'un certain nombre d'acteurs, en particulier M. Poroshenko qui, peu de temps avant une échéance électorale compliquée, peut décider de faire monter la tension pour surfer sur une vague de patriotisme, ou éventuellement M. Poutine, qui lui aussi a des problèmes de popularité en Russie, ce qui est nouveau, et qui est lié à sa récente réforme des retraites. S'agit-il plutôt d'un prétexte à caractère géopolitique pour créer un abcès de fixation? C'est-à-dire, est-ce que Kiev agit sur commande? Impossible à dire. Est-ce que la mer d'Azov est véritablement un enjeu crucial? On nous le dit car, paraît-il, sans l'accès à la mer d'Azov, Kiev ne peut plus exporter les céréales et d'autres productions qui viennent de ces provinces orientales, mais c'est une chose qu'on ne comprend pas très bien parce que Kiev a un accès terrestre de toute façon à ces territoires, donc qu'est-ce qui empêche Kiev éventuellement d'utiliser cet accès terrestre? Bon, je vous le dis, une chatte n'y retrouverait pas ses petits, je mentionne simplement l'affaire comme un indice de plus du fait que, à travers tout l'espace eurasiatique, États-Unis, Chine et Russie conduisent de multiples manœuvres pour essayer de se tourner, de se retourner, de se contourner, chacun tissant sa toile et essayant de maximiser son influence. Le grand jeu continue. Je vais aller très vite sur ce qui se passe dans les autres espaces parce que je n'ai que quelques minutes à y consacrer.
Au Brésil, l'élection de M. Bolsonaro a déjà un résultat très clair, l'influence états-unienne est confirmée et renforcée. Je dois préciser sur ce point une chose, j'ai dit lors de ma dernière revue d'actualité que M. Bolsonaro était un évangélique, parce que je l'avais lu tout simplement sur un site internet, alors c'est un peu plus compliqué que ça. Il est très lié aux évangéliques, mais il est lui-même catholique. Mais alors il est catholique à géométrie variable, c'est-à-dire que si vous voulez, il est catholique, mais il est aussi un peu évangélique. Apparemment, au Brésil, c'est possible. Ils ont une conception assez fluide, assez mouvante des appartenances religieuses. Bon, vous me direz quelle importance, pas grand-chose à mon avis, mais enfin tout de même, c'est pas tout à fait la même chose d'avoir affaire à un catholique et qui est un peu évangélique ou à un évangélique pur fruit. Disons que s'il reste un peu de catholicisme à Monsieur Bolsonaro, il lui reste peut-être quelque chose de son identité brésilienne, non complètement américanisée. En Afrique, quoi de neuf? Eh bien, rien du tout. L'Afrique s'enfonce. L'Afrique du Sud continue à être traversée par des tensions croissantes liées à ses difficultés économiques et à une réforme agraire qui passe mal. Le Cameroun a perdu l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Le pays est trop instable, traversé maintenant par ce qui ressemble quand même de plus en plus à une véritable guerre civile. Et pendant ce temps-là, au Mali et en Centrafrique, eh bien, la guerre continue. La France maintient sa présence dans ces zones. Et si on en juge par les investissements à la fois financiers et sécuritaires qu'elle opère en Centrafrique, elle est bien décidée à ne pas laisser la Russie la supplanter en termes d'influence dans ce pays. Israël est actuellement déstabilisé par les problèmes de M. Netanyahou. La police israélienne a recommandé l'inculpation du Premier ministre israélien pour des faits de corruption. Gaza est au bord d'une nouvelle explosion. L'extrême droite israélienne, enfin M. Lieberman, a, si j'ose dire, déserté le domicile conjugal en abandonnant M. Netanyahou en race campagne. Donc on va voir comment les choses vont se terminer dans ce pays. Mais ce qui est certain, c'est que l'État d'Israël en ce moment est en difficulté, à la fois pour ses raisons intérieures et aussi pour la fragilisation de sa politique sécuritaire, à cause de la montée en puissance de ce front radical associant l'Iran, la Syrie, le Hezbollah et le Hamas, qui l'entourent, qui l'enserrent et qui menacent à nouveau de faire peser sur lui un danger existentiel. Je n'y reviens pas, j'en ai parlé longuement en analysant l'ouvrage de M. Bergman, Rise and Kill First, il y a quelques semaines sur la chaîne. Quoi d'autre dans le monde arabe? Eh bien, la situation est complètement bloquée au Yémen, en Libye et en Syrie. C'est une situation de pâte, en fait, qui s'est installée, vous savez, aux échecs, quand il n'est plus possible de conclure une partie. Alors, bien entendu, sur le terrain, les gens continuent à mourir, mais ça, c'est pas grave. Visiblement, c'est une région du monde où ça n'est pas une considération majeure du point de vue des dirigeants. En Syrie, la Russie a une influence structurante qui fait que il semble que le processus pouvant conduire à une véritable réconciliation nationale n'est pas inatteignable. En revanche, en Libye et au Yémen, les tentatives de négociation sous pilotage multilatéral qui ont été conduites ces dernières semaines ont à peu près complètement échoué, d'après ce qu'on en sait à ce stade. Je serai peut-être contredit dans les jours qui viennent sur le Yémen, parce que les négociations continuent, mais en tout cas, à ce stade, il semble que ça se passe pas bien du tout. Enfin, il faut mentionner ce véritable chef-d'œuvre d'hypocrisie qu'est l'affaire Khashoggi, du nom de ce journaliste saoudien qui a été assassiné dans un consulat de son pays en Turquie. C'est un chef-d'œuvre d'hypocrisie dans la mesure où tout le monde sait que, bien évidemment, il a été assassiné sur ordre de Mohammed Ben Salman, le dirigeant saoudien, mais que Donald Trump a décidé que son pays conserverait de bonnes relations avec l'Arabie saoudite. Tout pourquoi? Bien tout simplement parce que Trump compte sur les Saoudiens pour l'aider à faire baisser le prix du baril. Et d'ailleurs, il a récemment remercié officiellement l'Arabie saoudite pour sa modération dans sa politique de restriction de sa production pétrolière. Alors c'est un chef-d'œuvre d'hypocrisie parce que le régime saoudien est un régime qui martyrise, il faut quand même appeler les choses par leur nom, les populations yéménites depuis des années, mais ça manifestement tous ceux qui ont versé des larmes de crocodile sur la mort de ce journaliste du Washington Post ne s'en préoccupaient guère jusqu'à récemment. Ce qui est extraordinaire dans notre monde, c'est qu'on peut voir passer des dizaines, des centaines d'articles
où on s'interroge gravement sur la responsabilité ou pas de Mohamed Ben Salman dans cette triste affaire, alors que tout le monde sait qu'en réalité, il n'est question que de pétrole, d'influence géopolitique, sur fond de bombardement des populations civiles et d'instrumentalisation cynique de la menace de famine pour des millions de personnes. Mais c'est pas grave, on va continuer à écrire des grands articles pour parler de cet assassinat effectivement absolument odieux, mais qui est vraiment une toute petite chose par rapport aux crimes qui se commettent en ce moment dans cette région. Bref, business as usual, derrière la façade hypocrite, les rapports de force et la violence débridée. Passons maintenant à la partie économie et écologie. Alors, au niveau des alertes du mois, 3 points à relever. D'abord, il est de plus en plus clair que la problématique du réchauffement planétaire et d'une manière générale du dérèglement climatique n'est absolument pas le problème de Donald Trump. Actuellement, dans l'administration de M. Trump, il y a un ministre de l'Environnement, qui était jusqu'à récemment ministre par intérim, mais semble-t-il le président américain l'a récemment confirmé, un M. Andrew Wheeler. Alors, ce qui est un peu embêtant quand même, c'est que ce monsieur est un ancien lobbyiste pour l'industrie extractive du charbon et pour l'industrie de l'uranium, et que lorsqu'il était lobbyiste, il était payé en grande partie pour démanteler les législations restrictives dans ce domaine, disons les législations de nature à embêter les grands groupes de ces industries extractives. Donc c'est sûr que maintenant qu'il est ministre de l'Environnement, c'est plus simple, il n'a plus besoin d'être lobbyiste. Alors quand vous savez ça et que vous voyez en même temps qu'il y a des représentants américains en Pologne où est en train de se tenir la nouvelle grand-messe ONU sur la lutte contre le réchauffement planétaire, etc., etc., vous rigolez un petit peu. En même temps, vous riez jaune parce que le fait est que ce qu'on observe, c'est que 2018 sera probablement la 4e année la plus chaude recensée depuis le début des relevés, sachant que le 21e siècle compte 17 des 18 années records depuis le lancement des mesures en 1880. Alors est-ce que tout ça est complètement lié à l'activité industrielle? Peut-être pas, mais enfin, disons que on peut penser que c'est pas non plus complètement indépendant. Aux dernières nouvelles, les glaciers de la planète ont rétréci pour la 38e année consécutive. Dans le même temps, le pic des émissions de CO2 qui était espéré pour 2017 ne s'est absolument pas concrétisé, il ne se concrétisera pas davantage en 2018, et c'est d'ailleurs tout à fait logique, puisque comme je vous le disais, on a ouvert toutes les vannes pour faire le plus de croissance économique possible. Pour mémoire, la seule année où on a réussi à faire baisser les émissions de CO2, c'est 2009, je crois, juste après la crise de 2008, quand il y a eu une récession très forte. Voilà. Donc voilà, les choix de M. Trump sont clairs, ils sont simples, et je pense qu'en confirmant son ministre de l'Environnement, il nous a bien dit que oui, on l'avait très bien compris, le changement climatique, c'est pas son problème. Lui, pour l'instant, ce qu'il veut, c'est des points de croissance et des jobs pour les Américains. Point final. Bon, c'est un point de vue. Autre alerte ce mois-ci, l'explosion de la bulle des crypto-monnaies. Le Bitcoin vient de reperdre environ 30% en un mois. Ces 6 derniers mois, il a perdu 50% de sa valeur et il en a perdu presque 80% depuis décembre 2017 où il avait atteint un sommet. Donc, je vous signale simplement que si vous reprenez mes revues d'actualité de l'époque, je vous avais prévenu que la courbe de croissance du Bitcoin était typique de la courbe d'une bulle spéculative et que une bulle spéculative, c'était toujours très dangereux d'y entrer, surtout quand ça faisait un certain temps qu'elle gonflait. Voilà, donc si vous avez perdu beaucoup d'argent sur le Bitcoin, eh bien en tout cas, ce ne sera pas de ma faute. Quoi d'autre? Eh bien, une information intéressante au niveau des GAFA, vous savez, la fameuse taxation des GAFA. Il est de plus en plus clair que, confronté à la menace de rétorsion américaine dure sur l'industrie automobile allemande, Berlin a choisi de sacrifier Paris, c'est-à-dire que Paris voulait une taxation des GAFA et que Berlin va lui donner en gros la plus faible taxation possible, tout en ne se fâchant pas trop avec les Américains. Donc est-ce que ce genre de rebuffade, pour ne pas dire d'humiliation, va décider à un moment l'administration, enfin pardon, je m'américanise, c'est terrible, le gouvernement d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe a changé de pied
puisque pour l'instant nous avons un gouvernement qui prend clairement le parti de l'Allemagne contre les États-Unis, je ne sais pas. En attendant, il est clair qu'on est dans une relation de plus en plus asymétrique entre Berlin et Paris, avec Paris qui fait des sacrifices, Paris qui s'accroche à l'espérance d'un copilotage de l'Europe avec Berlin, et puis Berlin finalement qui ne se prive pas de, passez-moi l'expression, faire des enfants dans le dos à Paris lorsque ça l'arrange. Quelle nouvelle sinon du grand casino global et de la planète Scarface ? Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, je préfère toujours me centrer sur la réalité de la production. On peut simplement signaler que, en termes de capitalisation boursière, Microsoft vient de repasser devant Apple. Apple qui a perdu 20% de sa capitalisation boursière en quelques semaines. Ça montre bien que, si vous voulez, ces entreprises de la tech, elles sont très puissantes, elles sont très riches. Ce sont indiscutablement des success stories fantastiques, mais en même temps, attention, elles sont probablement assez fragiles. Il ne faut pas oublier que la capitalisation boursière d'Apple repose essentiellement sur la valorisation d'un savoir-faire marketing, au fond. La technologie aussi, mais de moins en moins. Donc d'une certaine façon, si vous voulez, il suffit d'un changement de contexte ou d'un saut technologique raté pour que ces mastodontes soient d'un seul coup très fragilisés. Alors bien sûr, le capitalisme américain est schumpeterien, c'est-à-dire que quand Apple rate une marche, Microsoft en prend une. Mais quand même, il y a une sensation générale d'instabilité et de fragilité dans ce nouveau capitalisme de la Silicon Valley. Sinon, la mode actuellement, c'est de mettre les patrons en prison. Mais alors, que nos amis bolcheviques se calment, pas au sens où eux l'entendraient. Non, ce ne sont pas les révolutionnaires socialistes qui sont en train de mettre les patrons en prison, ce sont les dirigeants des grands pays qui sont en train de mettre en prison les patrons des capitalismes rivaux du leur. Quelques anecdotes qui montrent cette tendance générale. Donc, UBS a récemment appelé ses employés à la prudence concernant leurs déplacements en Chine. L'avertissement intervient après l'arrestation d'une conseillère clientèle de la banque aux 3 clés, la UBS, par les autorités chinoises. Cette dame a été arrêtée pour avoir enfreint les règles sur les activités commerciales, interdisant la promotion et la vente de produits financiers transfrontaliers. On a l'affaire Carlos Ghosn. Alors, Monsieur Carlos Ghosn est un PDG du groupe Renault-Nissan, c'est un franco-libano-brésilien, donc une personne à peu près parfaitement mondialisée, mais il représentait quand même pour l'essentiel à l'intérieur du groupe les intérêts de Renault. Renault qui est un petit constructeur qui à un certain moment, parce qu'il était en bonne santé financière, a pu conclure une alliance en position de force avec Nissan, en principe plus gros que lui. Et puis, le temps passant, Nissan a retrouvé sa place naturelle sur le plan du chiffre d'affaires, sur le plan du poids en termes de production et sur le plan du rendement. Et donc les Japonais ont décidé à un certain moment qu'ils voulaient remettre en cause l'architecture de cette alliance qui leur était défavorable. Et à ce moment-là, ils se sont aperçus que M. Ghosn faisait de l'évasion fiscale, ce qui est très possible d'ailleurs. Le résultat, c'est que ce monsieur a été arrêté dans un pays où les gardes à vue peuvent durer plusieurs semaines et sont assez faciles à prolonger, et que dans la foulée, Nissan et Mitsubishi ont revu complètement leur gouvernance. Alors, quand on considère le fait que la réaction logique de Nissan et de Mitsubishi aurait dû être de dire « Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On va quand même attendre un petit peu de se renseigner. » Et là, pas du tout, je crois que c'est en 24 heures pour Nissan et 48 heures pour Mitsubishi, ou quelque chose comme ça, hop, ils avaient viré Ghosn, ils avaient décidé qu'il fallait nommer quelqu'un d'autre. Bon, ça ressemble tellement à un coup d'État que ça doit en être un. Et puis on a le cas d'une dirigeante du groupe Huawei, dont on a parlé à l'instant, donc une dirigeante chinoise, de ce groupe chinois, qui a été arrêtée au Canada à la demande des États-Unis. Ce qui fait que Pékin a dénoncé, je cite, les méthodes de voyous de Washington. Le tout faisant d'ailleurs que Trump est de moins en moins crédible quand il bluffe avec Pékin, ou ne bluffe pas, on ne sait pas très bien. Récemment, il a annoncé que pour 3 mois, il acceptait de ne pas remonter les tarifs douaniers comme il avait envisagé de le faire au départ concernant les biens chinois. Mais de moins en moins de gens pensent que ce délai de grâce va être conclusif. De plus en plus de gens pensent en fait qu'il s'agit surtout pour les Américains de se préparer un petit peu mieux à ce qui risque de se passer quand les tarifs vont augmenter, sachant que l'augmentation des tarifs douaniers pose un problème aujourd'hui aux États-Unis, d'ores et déjà, ça provoque un peu d'inflation, parce qu'évidemment, les biens taxés coûtent plus cher.
Bref, le capitalisme international est en guerre avec lui-même. Je ne veux pas affoler le bon populo, mais je rappelle quand même que la dernière fois que ça s'est produit, c'était dans les années 30. Ambiance d'années 30 aussi en termes de conjoncture. General Motors se prépare à lancer de grands plans de licenciement aux États-Unis et au Canada, avec au passage une anecdote très drôle qui est que Justin Trudeau, qui n'avait pas de mots assez durs pour stigmatiser le protectionnisme de Donald Trump, vient d'un seul coup de s'apercevoir que dans un système libre-échangiste complet, si les ouvriers canadiens sont trop chers, General Motors n'a pas de raison de garder des usines au Canada. Alors on ne sait pas ce que M. Trudeau va en déduire, peut-être que à un moment, le jeton va descendre dans sa tête, on ne sait pas, on verra. General Electric est dans un état très inquiétant. La plupart des branches de l'entreprise sont structurellement déficitaires. Il n'y a pas que Apple qui paraît fragile. Les grandes entreprises industrielles américaines aussi paraissent de plus en plus fragiles, mais il faut tenir compte du fait que on ne sait pas très bien si ces entreprises sont vraiment encore industrielles au vrai sens du terme. Vous allez me dire quoi? General Motors, General Electric, plus des entreprises industrielles? Ben oui et non, parce que le capitalisme est devenu tellement déséquilibré en faveur de sa sphère financière que très souvent les grandes entreprises industrielles tirent une bonne partie de leur rentabilité de leurs branches financières. L'usage systématique de la sous-traitance a également vidé un certain nombre de ces entreprises de leur savoir-faire productif. Toujours cette sensation générale de fragilité qui est de plus en plus nette. Wall Street semble aujourd'hui donner la direction générale et la direction générale est à la baisse. Régulièrement, le Dow Jones maintenant se prend des -2, -3%. Alors ça se rattrape un peu dans les jours qui suivent, mais globalement, les indices boursiers sont orientés à la baisse. Le Dow Jones est passé par une première pointe en février 2018. Il a commencé à baisser en mars-avril, puis il est remonté progressivement jusqu'à la fin du mois de septembre. Il a touché un plus haut très bref fin septembre et depuis, il a reperdu à peu près 10% de sa valeur. Il est revenu actuellement à peu près au niveau qu'il avait il y a un an. C'est à quelques nuances près la même chose sur le Nasdaq, l'indice plus technologique. Alors bien sûr, ces indicateurs sur la longue durée restent pour l'instant élevés. En gros, sur une période de 5 ans, ils ont cru d'à peu près 50%. Mais comme les sous-jacents économiques, eux, n'ont pas cru dans les mêmes proportions sur la période, on sent venir le krach boursier en fait. Il n'est pas encore là. Pour l'instant, on a des secousses annonciatrices, mais on le sent venir. C'est dans ce contexte que la Federal Reserve a annoncé une politique de taux qui devrait rester, en tout cas pendant plusieurs trimestres encore, relativement accommodante. Bon, il faut savoir que les rapports de force entre une administration américaine, c'est-à-dire le gouvernement, si vous voulez, et la Réserve fédérale sont assez ambigus. Récemment, l'ancien président de la Fed, Paul Volcker, a raconté les pressions qu'il avait subies de la part de l'administration Reagan. En 1984, il a été convoqué dans la bibliothèque présidentielle, attenant au bureau ovale, en présence de Reagan, qui n'a pas dit un mot, et que c'est James Baker, qui était directeur de cabinet, qui a intimé l'ordre à Volcker de ne pas relever les taux d'intérêt avant les élections. Et Volcker précise, j'ai supputé que la bibliothèque avait été l'endroit choisi, car contrairement au bureau ovale, elle n'était probablement pas équipée de système d'enregistrement. On peut penser que Jerome Powell, l'actuel président de la Fed, a dû se trouver à peu près dans la même situation récemment. Donald Trump s'est plaint du fait que la Réserve fédérale pratiquait une politique de taux trop restrictive. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez, ce qui se passe apparemment, c'est que Jerome Powell est quelqu'un qui essaye d'avoir une politique assez orthodoxe et qui sait en particulier que dans la mesure où il le peut, il doit remonter les taux d'intérêt. Pourquoi faut-il remonter les taux d'intérêt? Parce que si vous voulez, si on ne les remonte pas au moment où l'économie va bien, lorsque l'économie va moins bien, il n'est pas possible de les baisser puisqu'ils sont déjà proches de zéro. Donc, en remontant les taux d'intérêt progressivement, Powell habitue les acteurs économiques à travailler en quelque sorte avec un peu moins d'injection monétaire, ce qui fait que lorsque le retournement cyclique va se produire, il aura de la marge de manœuvre pour leur renvoyer un petit peu d'argent gratuit en plus. C'est un peu le mécanisme, si vous voulez, du taux d'oxygène dans le casque des pilotes de chasse. Vous
Vous savez, dans un avion de chasse, lorsque les pilotes vont subir beaucoup de jets, beaucoup d'accélération, on leur envoie plus d'oxygène. Et on fait exprès de ne pas maintenir cette ration d'oxygène en quelque sorte au maximum tout le temps. Parce que si on la maintient au maximum tout le temps, ce qui se passe, c'est que quand on la redescend, les types ont l'impression de ne plus pouvoir respirer et ils tournent de l'œil. Donc il faut bien gérer en quelque sorte les petits shoots d'oxygène qu'on donne aux pilotes de chasse. Eh bien, une économie, c'est pareil, et c'est ce qu'essaye de faire Jérôme Powell à la Réserve fédérale. D'où le fait que Trump ait dit de Powell que c'était quand même scandaleux. On dirait, a dit Trump, que ça lui fait plaisir de remonter les taux. Bah oui, justement, ça lui fait plaisir, parce qu'il sait très bien que c'est pas sain d'avoir des taux d'intérêt trop bas trop longtemps. Vraisemblablement, il y a eu une négociation entre la Réserve fédérale et l'administration Trump, et le sens général de cette négociation, à ce stade, si on en juge par les propos qu'a tenus Jérôme Powell, c'est que la remontée des taux restera prudente. En même temps, remontée des taux, il y aura, parce qu'aux États-Unis, il y a de la croissance, de l'ordre de 3,5%. Alors comment faut-il interpréter cette relative bonne performance ? Mon opinion est qu'en fait, c'est pas glorieux. Il faut voir que les États-Unis fonctionnent actuellement avec un déficit budgétaire maximal, et malgré ça, ils n'ont que 3,5 points de croissance. Une croissance économique, si vous voulez, c'est pas forcément une bonne nouvelle si on l'achète avec trop de dettes. Et vu le déficit budgétaire que les États-Unis sont en train de se fabriquer, on peut penser que les taux de croissance actuels observés là-bas ne seront pas soutenables sur la durée. Pourquoi Donald Trump a-t-il mis une pression si grande sur la Réserve fédérale ? Est-ce que c'est seulement une question de soutien à la croissance par des taux d'intérêt bas ? C'est aussi une question de gestion de la balance commerciale. Trump espère redresser la balance commerciale des États-Unis et il s'appuie apparemment pour ça sur des mesures protectionnistes. Mais en fait, cette balance continue actuellement à se dégrader. Le déficit commercial américain a battu un nouveau record en octobre. Si la Fed remonte les taux, mécaniquement le dollar s'apprécie, parce que les gens en voudront plus, puisque la détention de dollars sera mieux rémunérée. Si le dollar s'apprécie, les produits américains deviennent encore moins compétitifs et le déficit commercial va se creuser. Bref, au-delà des effets d'annonce sur la bonne santé de l'économie américaine, qui est réelle, mais probablement temporaire, au-delà des jeux de manipulation et de bluff sur la question des droits de douane, au-delà même de la politique relativement accommodante annoncée par la Fed, on sent bien que le retournement cyclique s'annonce. Il est pour l'instant retardé, contrarié par la politique volontariste de l'administration Trump, mais il s'annonce, il est dans les tuyaux. Pour 2019 ou 2020, on va assister à un retournement conjoncturel. D'ailleurs, plus personne ne le nie. L'OCDE vient encore d'abaisser ses prévisions de croissance mondiale pour 2019, appelant officiellement les États à se préparer, je cite, à des temps plus difficiles. Pour l'instant, l'OCDE a simplement amputé sa prévision de croissance de 0,2 points. Elle l'a située à 3,9% en juin, elle était tombée en août à 3,7% et elle est maintenant à 3,5%. Je parie que cette prévision de croissance mondiale va continuer à être révisée à la baisse dans les mois qui viennent. Est-ce qu'on ira carrément vers une récession en 2019 ? Ça dépend de la question de savoir si le mécanisme va s'emballer et si on aura un crack majeur débouchant sur une contraction violente, en particulier du commerce international. Mais en attendant, le retournement cyclique s'annonce. Et alors, qu'est-ce qui se passe un peu partout dans le monde en ce moment ? Eh bien, beaucoup de pays se préparent en réalité, sans le dire ouvertement, à la dislocation du système de production et d'acheminement mondialisé dans lequel nous fonctionnons depuis maintenant plusieurs générations. On voit passer des informations qui, il y a encore quelques années, auraient semblé surréalistes. Par exemple, en Italie, des anciens responsables de Telecom Italia ont appelé à la reconstitution d'un actionnariat italien dans cette société, qui est aujourd'hui fragilisée par les divisions entre ses actionnaires, Vivendi et Elliott. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ces anciens responsables ont dénoncé, je cite, une privatisation ratée et parlent très ouvertement de la reconstitution d'un actionnariat national. Dans un genre tout à fait différent, j'ai relevé une anecdote amusante. Dans les années 70-80, l'Union soviétique avait développé évidemment sa propre recherche agronomique et les soviétiques avaient développé une race de poulets à viande qui leur était propre et qui donnait d'excellents résultats. Lorsque l'Union soviétique a explosé dans les années 90,
ce poulet soviétique a disparu des élevages, remplacé par des poulets occidentaux. Et aujourd'hui, ce sont des groupes occidentaux, Tyson Foods et Aviagen, qui maîtrisent en quelque sorte la génétique des poulets élevés en Russie. Alors Vladimir Poutine, craignant que les Occidentaux prennent des sanctions, y compris sur les denrées alimentaires, ce que jusqu'ici ils n'ont pas fait, a décidé de réactiver l'ancienne filière soviétique du poulet soviétique. Et les élevages russes sont progressivement approvisionnés dans cette race de poulet dont la génétique est maîtrisée par des sociétés russes et des laboratoires russes. L'anecdote peut faire sourire, mais elle est annonciatrice de ce qui risque de se passer dans la foulée du retournement conjoncturel en préparation, c'est-à-dire la dislocation logistique globale. Je ne dis pas ça pour faire peur aux gens, mais quand on regarde la situation en prélevant de multiples indices dans le flux d'informations que nous pouvons capter, on arrive à la conclusion qu'un certain nombre d'acteurs se préparent à ce genre de situation. Passons maintenant à l'actualité de l'Union européenne. En ce qui concerne l'eurocrise financière, au moment où j'enregistre, le seul problème majeur, c'est l'Italie. Mon petit doigt me dit que ça va bientôt être la France, étant donné les problèmes rencontrés par le gouvernement Macron avec les gilets jaunes. Ça ne sera pas gratuit tout ça. Mais pour l'instant, le seul problème officiellement, c'est l'Italie. Le spread, c'est-à-dire l'écart de taux entre la dette italienne et les autres dettes de la zone euro, et en particulier la dette allemande, s'est fortement accru ces derniers mois. Pour le ministre italien de l'économie, M. Giovanni Tria, qui a été nommé à ce poste en grande partie pour rassurer les marchés financiers, ce spread ne reflète pas les données fondamentales de son pays. En réalité, il faut bien dire que ce spread reflète les données fondamentales de l'Italie, étant donné qu'on ne voit pas très bien comment, à terme, on pourra éviter une sortie de l'Italie de la zone euro, et donc très vraisemblablement un défaut au moins partiel sur la dette italienne. L'Italie présente en effet un projet de budget qui n'est pas dans les clous des règles dont s'est dotée la zone euro. Le déficit est à 2,4% du produit intérieur brut, ce qui est certes en dessous des 3% dont on parle généralement en France, mais qui reste trop élevé étant donné la situation générale de l'Italie avec un ratio dette publique sur PIB supérieur à 130% et les normes définies dans le pacte de stabilité et de croissance. La Commission européenne a ouvert une procédure qui devrait en théorie déboucher sur des sanctions. Le gouvernement italien a prévenu qu'il n'avait pas de marge de manœuvre à hauteur de ce qu'escompte la Commission, mais officiellement la négociation se poursuit. La réalité, à mon avis, c'est tout simplement que personne en Europe ne veut être le gars qui portera la responsabilité de l'explosion de la zone euro. Alors, les Européens du Nord, et en particulier les Allemands, font semblant de croire qu'il existe un moyen de remettre en cohérence les finances italiennes et les principes ordolibéraux que les Allemands veulent donner à la zone euro, et les Italiens aussi font semblant de chercher un moyen de trouver cette porte de sortie. En réalité, tout le monde sait que le dossier ne fait que pourrir et qu'il va continuer à pourrir jusqu'à ce que, inéluctablement, où on change les règles de la zone euro, c'est-à-dire on construit en quelque sorte un euro 2.0, quelque chose de différent, qui pourra encore s'appeler l'euro, mais qui ne sera plus fondamentalement la même chose, et qui ouvrira la porte à une gestion non ordolibérale, où la zone euro va exploser. Quand, comment, ça c'est trop tôt pour le dire, mais à mon avis, il serait très surprenant que cela n'arrive pas, disons, dans les 2 ans qui viennent. D'ailleurs, manifestement, beaucoup d'acteurs s'y préparent. Le système bancaire européen est très fragilisé. On estime que via divers outils d'optimisation réglementaire qui permettent entre autres de pondérer au mieux entre investissement à risque et présumé à faible risque, les banques européennes, et particulièrement les banques françaises, sont en fait incapables de compenser une perte supérieure à 5 à 10% de la valeur de leurs actifs, même si en théorie l'exigence de fonds propres est de l'ordre de 10,5% plus des coussins supplémentaires jusqu'à 6%. Dans ces conditions, on ne s'étonnera pas de voir que des dispositions ont d'ores et déjà été prises pour que les banques italiennes puissent, dans de meilleures conditions, se réfugier sous le parapluie de la Banque centrale européenne en cas de risque de défaillance majeure. On ne s'étonnera pas non plus de voir que, manifestement, les autorités allemandes se préparent à gérer l'adossement, voire la fusion entre la Deutsche Bank et Commerzbank.
L'idée étant probablement d'éviter une explosion en plein vol de la Deutsche Bank qui pourrait mettre par terre tout le système financier européen et même tout le système financier international. Autant dire que ça chauffe. Mon conseil, ne laissez pas tous vos œufs dans le même panier. Prenez les mesures qui, eu égard à votre situation personnelle, vous mettent le plus à l'abri d'une crise financière majeure survenant dans les mois qui viennent. Je sais bien que c'est un conseil que je donne depuis plusieurs mois parce que je ne suis pas Nostradamus, je ne peux pas vous dire quand ça va arriver, mais je le réitère, méfiez-vous, ça sent le brûler. Quoi d'autre dans l'Union européenne ? Eh bien parlons du Brexit. Alors le Brexit est en train de devenir un sketch, il n'y a pas d'autre mot, un sketch des Monty Python peut-être, puisqu'il s'agit d'une histoire britannique. Donc les Européens et les Britanniques sont parvenus à un deal. Je ne vais pas vous le détailler parce qu'il est probablement d'ores et déjà mort-né. Donc si par extraordinaire il est finalement adopté, le mois prochain on l'examinera, mais là c'est pas la peine. Contentons-nous de dire que à Londres c'est la panique. C'est la panique pourquoi ? Dans le deal qui a été conclu avec les Européens, il y a un dispositif relatif à l'Irlande du Nord qui, si vous voulez, pourrait enfermer la Grande-Bretagne à terme dans une situation de Brexit indéfiniment reportée, avec à la clé des difficultés pour Londres pour passer des accords commerciaux hors Union européenne, ce que Donald Trump a d'ores et déjà confirmé, puisque tout occupé à savonner la planche à Theresa May, il s'est empressé, dès que cet accord a été conclu, d'écrire dans un des tweets dont il a le secret que, attention, c'est un très mauvais accord pour la Grande-Bretagne et que ça ne sera pas possible aux États-Unis de passer un accord avec Londres dans ces conditions. Alors, c'est la panique parce que le petit parti irlandais dont Madame May a absolument besoin pour faire passer ce texte au Parlement a d'ores et déjà fait savoir qu'il ne voterait pas dans ces conditions, par envie d'être pris en otage en quelque sorte d'un affrontement sur tapis vert entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. C'est la panique parce que tant chez les partisans du Brexit que chez les adversaires du Brexit, finalement, on s'aperçoit qu'à peu près personne n'est vraiment convaincu de la pertinence de ce qui a été négocié par Madame May et son équipe, de sorte que Theresa May a très peu de chances, voire aucune chance en fait, de faire passer le texte au Parlement et un report du vote n'est pas exclu. Pour essayer quand même de faire avaler la couleuvre aux Britanniques, à noter que la presse britannique, sous la pression du gouvernement, s'est livrée à une opération de sidération assez impressionnante et totalement inefficace, consistant à essayer de convaincre les Britanniques du fait que, en gros, si l'accord de Madame May n'était pas approuvé, la Terre allait s'arrêter de tourner. On irait vers un Brexit sans accord et les conséquences seraient terribles. On a annoncé des chiffres alors à l'emporte-pièce du genre une baisse du produit intérieur brut de 5-10%, une catastrophe terrible, des marchandises qui ne pourraient plus passer par les ports britanniques. À croire qu'avant que la Grande-Bretagne entre dans l'Union européenne, il n'était pas possible qu'elle commerce avec l'étranger. Bon, c'est évidemment une opération de propagande. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'apparemment, ça n'a rien changé. C'est un signe de plus que, en fait, ces opérations ne prennent plus. Ça ne fonctionne tout simplement pas. La suite au prochain épisode, mais à mon avis, la conclusion de l'affaire, ça sera ou un Brexit sans accord, donc un hard Brexit, ou pas de Brexit du tout. Et finalement, le Brexit débrexitisé que Theresa May a visiblement cherché à fabriquer ne sera pas applicable. Alors c'est sur le plan politique lourd de conséquences parce que ça veut dire que la crise ouverte en Grande-Bretagne par le référendum sur le Brexit ne va pas se refermer en douceur dans un compromis hypocrite. Quelle que soit la conclusion, à peu près 50% des Britanniques vont être traumatisés. Un Brexit sans accord, donc un hard Brexit, va traumatiser les partisans du Remain, et pas de Brexit du tout va traumatiser les partisans du Leave. Donc on verra la suite des événements, mais en tout cas, ça sera difficile de recoller les morceaux en Grande-Bretagne. Alors passons maintenant à la partie politiques intérieures. Une précision, je vous rappelle qu'on ne parlera pas des gilets jaunes dans cette vidéo. Une spéciale gilet jaune va suivre dans 2 ou 3 jours. Alors, pour faire court, ce qui se passe en politique intérieure française actuellement, c'est que très honnêtement, ça ne sent pas précisément la rose. Nous sommes en présence d'un régime entré en décomposition, accéléré, à une vitesse tout à fait surprenante, franchement, parce que je m'attendais
à ce que le quinquennat d'Emmanuel Macron se termine mal. Ceux qui ont lu mon petit bouquin Voir Macron ont pu le constater. Au mieux, j'estimais que Macron pouvait être le président de la mort douce et qu'il y avait des probabilités non négligeables pour que l'affaire se termine en catastrophe. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à une dégradation aussi soudaine au bout d'un an et demi de présidence. Emmanuel Macron actuellement mange plutôt son pain blanc sur le plan économique puisque le retournement cyclique ne s'est pas encore produit même s'il est en train de s'esquisser. Ça veut dire que probablement en 2019 ou plus tard en 2020, le contexte économique va beaucoup se durcir. Et on voit déjà où en est le régime d'Emmanuel Macron, où en est ce gouvernement. Alors puisqu'on ne parle pas des Gilets jaunes dans cette vidéo, on va quand même se centrer sur une affaire emblématique, l'affaire Mélenchon. Des perquisitions ont été ordonnées chez Jean-Luc Mélenchon et dans divers locaux de France Insoumise. En cause, l'affaire des assistants parlementaires. Jean-Luc Mélenchon a littéralement pété les plombs en direct. Ce qui lui a été reproché, ça n'est pas tellement qu'il ait expliqué de manière un peu grandiloquente que sa personne était sacrée, c'est une référence à cette idée romaine que la personne du tribun du peuple est sacrée. Ce qui lui a été reproché, évidemment, c'est qu'il ait réagi comme cela, alors que, n'est-ce pas, il était beaucoup moins virulent quand Marine Le Pen avait été confrontée aux mêmes méthodes, et pendant la campagne électorale 2017, il avait attaqué François Fillon en soutenant qu'on ne pouvait pas s'exonérer de répondre à la justice, même au nom d'une responsabilité politique. Ce que les commentateurs n'ont pas assez souligné, à mon avis, concernant cette histoire, Jean-Luc Mélenchon, perquisition, pétage de plomb, c'est que dans la foulée, nous avons eu, par l'intermédiaire de l'avocat de Jean-Luc Mélenchon, des détails concernant la sympathique promotion au canapé dont aurait bénéficié, selon lui, M. Gabriel Attal. M. Gabriel Attal, qui vient d'hériter d'un portefeuille ministériel, est le plus jeune membre de gouvernement de toute l'histoire de la Ve République et il se trouve qu'il est à la ville, semble-t-il, le compagnon d'un conseiller politique d'Emmanuel Macron. Bon alors, outre le fait que jusqu'à une date récente, les postes ministériels n'étaient tout de même pas aussi ouvertement donnés pour ce genre de raisons, ce qui interroge quand même dans cette histoire, c'est l'enchaînement qui a conduit des perquisitions chez Jean-Luc Mélenchon à la sortie de M. Juan Branco, l'avocat de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'était une façon de faire comprendre à Emmanuel Macron que certaines personnes sont prêtes maintenant à sortir les dossiers? En général, quand un régime entre en décomposition, les différents plans sur lesquels il fait faillite se renforcent mutuellement. Une faillite économique va révéler une faillite politique va entraîner des conflits internes qui vont amener la révélation d'une faillite morale. La faillite morale va achever de dégoûter la population, engendrer des troubles politiques qui vont eux-mêmes renforcer la faillite économique. C'est le genre de cercle vicieux dans lequel la Ve République risque bel et bien de tomber dans les mois qui viennent. En tout cas, entre ces perquisitions chez France Insoumise et chez Jean-Luc Mélenchon, qui laisse penser que plus que jamais la justice française est aux ordres du pouvoir politique, ce qui est extrêmement inquiétant, et la contre-attaque étrange relative à l'affaire Gabriel Attal, vraiment, non seulement économiquement ça sent le brûler, mais politiquement, passez-moi l'expression, ça sent la merde. Voilà, ça c'était pour la France. Sinon, que dire en termes de politiques intérieures? Eh bien, on peut parler des stratégies de la tension et d'un certain nombre de faits récents qui ressemblent un petit peu à des cas d'école. Alors je signalerai 3 affaires, 2 aux États-Unis et une en Grande-Bretagne. Il y avait, jusqu'à une date récente, un réseau social qui était très prisé par la mouvance alt-right américaine sur le modèle de Twitter. Ça s'appelait Gab, G-A-B. Gab a indiqué que la société lui fournissant l'accès à l'Internet mettait fin à ses services et PayPal a annoncé qu'il excluait Gab de ses services de paiement en ligne en raison des discours de haine colportés sur ce site. Alors qu'est-ce qui a déclenché cette censure? Eh bien, c'est la tuerie dans une synagogue de Pittsburgh par un antisémite, un monsieur qui par ailleurs préalablement avait posté des messages antisémites sur Gab. Un exemple de plus du fait que le terrorisme, le recours à la violence politique aveugle, légitime une politique de censure préventive par le pouvoir. Autre affaire très emblématique, l'affaire César Sayoc. Alors là, on est à un niveau de pied-nickellerie absolument stupéfiant.
Donc M. Sayok a apparemment envoyé, pendant la campagne des midterms aux États-Unis, des bombes artisanales à des personnalités critiques de Donald Trump. Alors cet hurluberlu qui a donc sans doute fait pas mal pour déconsidérer la mouvance trumpiste, a été assez facilement retrouvé par le FBI, car figurez-vous que les paquets qu'il avait envoyés l'étaient au nom d'un expéditeur qui se trouve être une élue démocrate de Floride, et l'ineffable César Sayok s'était trompé en écrivant le nom de cet élu. Il avait commis une faute d'orthographe très identifiable, faute d'orthographe qu'on retrouvait sur ces messages sur Internet. Donc on peut supposer que le FBI tout simplement a googlisé le nom de l'élu avec la faute d'orthographe, et qu'à partir de là, il est assez facilement remonté à M. Sayok. Voilà le niveau de pied-nickellerie d'une certaine mouvance de soi-disant extrême droite, à mon avis surtout d'extrême connerie, qui sévit aux États-Unis et ailleurs. La question qu'on se pose évidemment, c'est est-ce qu'un imbécile comme ça a agi tout seul ou est-ce qu'il y a des gens qui l'ont poussé à agir? Ça pour l'instant on n'a pas la réponse. En tout cas l'histoire est assez amusante. Et puis une histoire moins amusante. Un comité parlementaire a enquêté sur l'auteur de l'attaque terroriste de Manchester en 2017, un certain Salman Abedi. Et il s'avère, au terme de l'étude conduite par ce comité parlementaire, que les services de renseignement britanniques ont raté plusieurs occasions d'empêcher ce djihadiste de commettre son acte. Le MI5 connaissait le cas Abedi depuis 2014 et ne l'a pas référé au programme national de prévention de la radicalisation. Abedi a même rendu visite à un contact extrémiste en prison à plusieurs reprises, mais aucune mesure de suivi n'a été prise, ni par le MI5 ni par la police. Abedi a pu rentrer de Libye au Royaume-Uni peu de temps avant l'attentat, sans être inquiété. À nous, Français, ça fait forcément penser au cas Mohamed Merah. Passons maintenant à la partie 8, cultures et sociétés. Alors au chapitre nouveautés dans le bestiaire, il faut noter l'internationalisation complète du phénomène dramatique du Black Friday, ce jour de solde qui donne lieu à une espèce de vaste célébration pagano-consumériste, mi-festive, mi-émeutière. Le concept est arrivé en France en 2013, il a vraiment explosé à partir de 2016, et aujourd'hui nous avons rattrapé, ou disons nous sommes bien partis pour rattraper les États-Unis en hystérie consumériste annuelle. Aux États-Unis, le Black Friday s'est progressivement étalé, il est suivi par ce que les Américains appellent le Cyber Monday, le jour officiel des bonnes affaires en ligne. Le phénomène commence à rattraper la France, Amazon envoie maintenant à ses clients français des promotions spéciales Black Friday. Ce qui est très frappant, c'est qu'on vit dans une société où on vous explique qu'on va accroître la fiscalité pour combattre le réchauffement climatique, où on vous explique qu'il faut passer à un temps de sobriété pour arrêter de faire monter la température sur la planète et d'émettre du CO2, mais simultanément, on lobotomise les foules avec des phénomènes comme le Black Friday pour leur faire acheter le plus possible de trucs parfaitement inutiles et forcément coûteux à produire sur le plan écologique. Ne cherchez pas la cohérence, il n'y en a pas. Tout cela n'est indicatif que des soubresauts d'un système condamné qui se sait condamné mais qui ne peut pas s'empêcher de continuer à se renforcer lui-même constamment à cause de l'exigence de profit qui l'anime. Un petit peu comme un alcoolique qui sait qu'il est en train de creuser sa tombe ne peut pas s'empêcher de boire de plus en plus. C'est pathétique. Pour le reste, cette revue d'actualité nous permet d'introduire une nouvelle rubrique qui reviendra tous les mois. Cette rubrique, c'est ce que j'appelle la synthèse, au sens où Michel Audiard, dans ses dialogues, faisait dire à un de ses personnages, Bernard Blier, « J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. » Vous savez, on vit une époque d'abolition de toutes les limites, et d'abord de toutes les limites de la décence, de la retenue, ou même du simple bon sens. Et tous les mois, on n'aura pas trop de difficultés à trouver au moins un personnage qui a illustré cette tendance en tenant un propos énorme. Alors ce mois-ci, c'est un monsieur qui aurait normalement sa place dans la rubrique géopolitique, mais qui va faire une incursion dans la rubrique régression anthropologique. Il s'agit du général américain James Mattis. Il est actuellement ministre de la Défense aux États-Unis, où il vient peut-être d'être démissionné. Enfin, je ne sais plus. Enfin, il y a quelques semaines, quand il l'a dit, il était encore ministre américain de la Défense. Qu'est-ce qu'il a donc dit ? Eh bien, il participait au dialogue de Manama, une conférence de sécurité qui se tient tous les ans à Bahreïn.
Bahreïn, charmant petit émirat du Golfe Persique, où en gros on interdit à la population de voter, sauf si elle précise bien avant qu'elle est d'accord avec le cheikh local. C'est la conception locale de la démocratie, vous avez le droit d'être d'accord. Et dans ce haut lieu de démocratie, donc, où les chiites sont persécutés, soit dit en passant, monsieur James Mattis, si vous préférez, a déclaré cette chose absolument extraordinaire. Alors là, j'ouvre les guillemets, vous vous accrochez au fauteuil, car ce que vous allez entendre maintenant, c'est le plus grand foutage de gueule planétaire du mois. La Russie, qui assoit son influence en Syrie grâce à ses victoires militaires au bénéfice du régime de Bachar el-Assad, ne peut pas remplacer les États-Unis au Proche-Orient. L'opportunisme de la Russie et son empressement à ignorer les activités criminelles d'Assad à l'encontre de son propre peuple prouvent son manque d'engagement sincère envers les principes moraux les plus basiques. Et suit la phrase magnifique, extraordinaire. Accrochez-vous, attention, ça vient. Nous, Américains, soutenons les partenaires qui choisissent la stabilité par opposition au chaos. Waouh! Yes! Donc le type soutient Israël, et on a vu ce qu'il faut en penser, on a fait une note de lecture sur Rise and Kill First, et on a détecté dans l'histoire d'Israël au moins 4 stratégies du chaos majeures ayant débouché sur des conflits majeurs dans la région. Le type soutient l'Arabie Saoudite, qui est quand même le plus gros financier privé, il est vrai, mais pour faire la distinction entre privé et public là-bas, accrochez-vous, le plus gros financier du djihadisme, mais c'est pas grave, droit dans ses bottes, imperturbable, il déclare « Nous soutenons les partenaires qui choisissent la stabilité par opposition au chaos ». Alors là, je dis à M. James Mattis, tel un Bernard Blier dialogué par Michel Audiard, « J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse ». Quoi d'autre sur le plan culture et société ces derniers temps ? Alors j'ai relevé 3 informations qui fournissent une note de contexte. D'abord, cette petite information qui est arrivée en octobre. Figurez-vous que Emmanuel Macron s'intéresse de près à Facebook et il l'a confirmé un peu plus récemment en plaidant pour une régulation d'Internet négociée entre États et acteurs privés pour éviter, je cite, au réseau mondial de mourir de ses propres excès. S'est tenu récemment à Paris un forum sur la gouvernance de l'Internet, genre de machin pince-fesses cocktail qu'adore notre classe dirigeante, au cours duquel notre glorieux président de la République a appelé à trouver une voie entre l'Internet californien dominé par de grands acteurs qui ne sont pas démocratiquement élus et l'Internet à la chinoise avec un gouvernement qui contrôle. Pour chercher cette voie intermédiaire, eh bien, la France, plus exactement le gouvernement de la République française, ou disons ce qui tient lieu de gouvernement à la soi-disant République prétendument française, soyons précis, va donc lancer une expérimentation avec Facebook sur la question des contenus haineux, l'utilisation des réseaux sociaux pour propager la haine et attiser la violence. Et M. Macron, c'est intéressant, a annoncé ça à peu près au moment où la fronde commençait à monter sur Facebook autour de cette histoire de taxe sur les carburants, histoire dont on sait qu'elle a fini par déboucher sur le mouvement des Gilets jaunes. Alors, en attendant, pendant 6 mois, Facebook va ouvrir ses portes à un groupe d'une demi-douzaine de fonctionnaires français qui vont aller regarder de près comment le géant américain filtre les contenus haineux. Ces experts auront pour mission, avec les experts de la plateforme, de faire des recommandations conjointes précises, concrètes, sur la lutte contre les contenus haineux et offensifs. En clair, étant donné qu'une des causes du mouvement des Gilets jaunes, c'est que Facebook privilégie aujourd'hui davantage ce qu'il appelle l'engagement, M. Macron et ses copains veulent faire en sorte qu'il s'agisse d'un engagement en leur faveur et cherchent un terrain d'entente avec la multinationale californienne. Amis Facebookers, vous êtes prévenus. Autre nouvelle intéressante, concernant cette fois un sujet tout à fait différent, le multiculturalisme réellement existant et dans un autre pays, l'Allemagne. Dans le courant du mois d'octobre, il semble que des véhicules appartenant à une unité d'élite de la police turque aient été repérés dans les rues de la capitale allemande. Les véhicules portaient l'inscription Özel Harekat, je ne vous garantis pas la prononciation, écrit sur le côté, ainsi que le logo de l'unité. Ces véhicules ont été aperçus dans des quartiers berlinois ayant une importante population turque. Ces véhicules sont apparus donc peu de temps après la visite du président turc Erdogan en Allemagne, quelques semaines plus tôt. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à ce stade? On ne sait pas exactement. Est-ce que ça veut dire qu'on en est déjà au point où, pour éviter des débordements à l'intérieur de la communauté turque en Allemagne, Berlin a concédé en quelque sorte une partie du maintien de l'ordre à la police turque à l'intérieur même de la capitale allemande? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est une interprétation possible. À un certain moment, le multiculturalisme réellement existant, ça veut dire en réalité
nécessairement la fracturation territoriale, la léopardisation du territoire. Et alors en France, au même moment, on est peut-être en train de commencer à préparer le terrain pour ce genre de choses. Dans le cadre de la révision constitutionnelle à venir, au moins en théorie, il semble que les députés français veuillent encourager les expérimentations et la différenciation territoriale. La délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l'Assemblée nationale a en effet proposé récemment de faciliter les expérimentations conduites par les collectivités territoriales et de permettre un exercice plus souple des compétences locales. Alors je ne sais pas exactement où en est le dossier aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, mais en tout cas, il y a encore quelques temps, l'Assemblée nationale envisageait d'entrer dans ce genre de démarche. Alors bien entendu, ça nous est présenté comme un moyen de donner la possibilité de déroger à titre expérimental pour un objet pour une durée limitée aux dispositions législatives et réglementaires dans une commune où il y a une raison précise de le faire, sur des dossiers tout à fait secondaires et ne remettant pas en cause les normes fondamentales du fonctionnement social. Mais on voit très bien que la brèche qui est en train de s'ouvrir, des gens vont s'engouffrer dedans. Et des gens qui pourraient bien être, par exemple, les partisans de l'application de la charia dans les zones à majorité musulmane en France. Voilà, à un certain moment, le multiculturalisme réellement existant, ça risque d'être ça. Là encore, vous avez été prévenus. Passons maintenant à l'actualisation des probabilités des scénarios évoqués dans mon petit bouquin sorti il y a un peu plus d'un an et qui s'intitulait « Voir Macron ». Alors, pour ceux qui n'ont pas lu ce petit bouquin, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Dans « Voir Macron », j'analysais en septembre-octobre 2017, c'est à ce moment-là que ça a été écrit, les tendances à l'œuvre alors que Emmanuel Macron commençait son mandat. J'identifiais à partir de là des incertitudes sur le contexte général dans lequel Macron allait exercer son mandat et j'en déduisais différents scénarios possibles. Alors j'avais isolé 3 incertitudes relatives donc au contexte général. La première incertitude concernait l'ampleur du resserrement monétaire prévisible pendant le mandat d'Emmanuel Macron, d'abord aux États-Unis et sans doute un jour aussi en Europe. Parce qu'on ne peut pas éternellement faire fonctionner les économies occidentales avec des taux d'intérêt zéro voire négatifs. Donc j'isolais une incertitude sur cette ampleur et on pouvait distinguer à partir de là 2 variantes. Soit ce resserrement monétaire était brutal, ou en tout cas trop brutal pour ce que les économies occidentales peuvent supporter, soit il était prudent, suffisamment prudent pour ne pas provoquer de catastrophes financières débouchant elles-mêmes sur une aggravation incontrôlable du retournement cyclique qui de toute façon devait se produire sur la période 2017-2022 compte tenu de la chronique des cycles courts du capitalisme depuis des décennies. La deuxième incertitude concernait le devenir de la zone euro, où je distinguais 2 possibilités, soit son maintien, à peu près dans son périmètre et son mode de fonctionnement actuel, soit sa remise en cause qui pouvait prendre la forme d'une explosion ou d'une refonte fondamentale. C'est-à-dire que, pour moi, le problème principal n'était pas l'euro en tant que tel, mais le mode de fonctionnement de l'euro. Et on pouvait imaginer un changement de contexte très significatif en conservant l'euro, mais en changeant les modes, les règles de fonctionnement. La question clé derrière, évidemment, c'était le maintien de la chape de plomb, on va dire ordolibérale, orthodoxe, rigoriste et d'inspiration germanique, enfermant l'Europe, en tout cas la zone euro, dans une stratégie de déflation compétitive insoutenable pour l'Europe du Sud et même pour la France. Et puis la troisième incertitude concernait la survenue ou pas d'un ou plusieurs conflits entre grandes puissances. On ne parle pas de conflits secondaires entre puissances petites ou moyennes, on ne parle pas de conflits de velours, on parle de conflits directs, importants, entre les États-Unis, la Russie, la Chine, ou éventuellement, disons au moins, la France, l'Allemagne, le Japon, l'Inde, ce genre de puissance, si vous voulez. Alors je me risquais à donner en octobre 2017 une évaluation des probabilités sur ces incertitudes, et je disais en gros, voilà, sur le resserrement monétaire, la probabilité est de l'ordre de 20% pour un resserrement brutal, 80% pour un resserrement prudent. Sur le devenir de la zone euro, j'étais à l'époque sur 60% de probabilité de maintien et 40% de probabilité d'explosion ou de refonte fondamentale. Et sur le conflit entre grandes puissances, comme je suis un optimiste de nature, j'estimais à 90% les chances de paix et à 10% les chances de guerre. La combinaison de ces 3 incertitudes m'amenait à définir 2 puissance 3, 8 scénarios. Je disais en substance que dans le scénario de la mort douce, caractérisé par un resserrement monétaire prudent, une zone euro maintenue et pas de conflit entre grandes
grandes puissances, eh bien, bon an, mal an, et en dépit d'une montée progressive des tensions à l'intérieur du pays, tensions plus ou moins maîtrisées par la puissance publique, le train macroniste arriverait à terme et en gros le système français tel qu'il s'était incarné dans Macron parviendrait à perdurer jusqu'en 2022 et au-delà. Dans le scénario Euro 2.0, caractérisé par un resserrement monétaire prudent, mais une explosion ou une refonte fondamentale de la zone euro, essentiellement du fait du basculement de l'Italie dans un gouvernement populiste, que j'avais anticipé en octobre 2017 comme un point de rupture potentiel dans les mois qui allaient suivre, eh bien, à ce moment-là, le fonctionnement de la zone euro était remis en cause, mais les autorités européennes parvenaient à maîtriser le processus pour fabriquer un nouveau type d'euro. Alors, j'avais imaginé le maintien de la monnaie commune, mais avec, pour donner en quelque sorte une bulle d'air, pour donner une petite injection quand même de liquidité à l'économie réelle, l'ouverture très large à la faveur d'un certain nombre de mesures techniques du recours aux monnaies régionales. Bon, c'était une hypothèse parmi d'autres. Dans le scénario de la grande spoliation, qui se caractérisait par un resserrement monétaire brutal et le maintien de la zone euro, alors là, on était sur le passage à un modèle de dictature dure, aux États-Unis et en Europe. J'imaginais un scénario de chaos aux États-Unis à l'occasion de l'impeachment de Donald Trump. J'avais parsemé ça de stratégies de la tension à très haut niveau d'intensité. Et puis j'imaginais en Europe, à partir de là, un coup d'État en quelque sorte des oligarchies européistes, retrouvant après l'éjection de Trump une cohérence avec les oligarchies américaines et écrasant les peuples européens. J'avais appelé ça la grande spoliation, l'enjeu de l'affaire étant de solder la faillite du capitalisme sur les classes moyennes européennes et américaines. Dans le quatrième scénario, le printemps italien, on avait simultanément un resserrement monétaire brutal débouchant sur une crise financière majeure et une explosion de la zone euro. Alors là, j'avais formulé une hypothèse très optimiste en expliquant que c'était une hypothèse très optimiste. C'était la généralisation à l'Europe via la France du mécanisme de révolte populiste anticipé sur l'Italie. C'est pour ça que le scénario s'appelait le printemps italien. Ça, c'était les 4 scénarios dans l'hypothèse où il n'y avait pas de conflit entre grandes puissances. Pour les conflits entre grandes puissances, schématiquement, Mourir pour Riga illustrait le risque d'une utilisation d'un conflit entre l'OTAN et la Russie pour tuer dans l'œuf les initiatives de défense européennes, car en octobre 2017, on commençait à voir venir les difficultés qu'il y aurait pour les Européens, en particulier les Français et les Allemands, et les Américains, à s'entendre sur le concept même de défense européenne, et en particulier les rôles respectifs du commandement de l'OTAN et du commandement intégré France, Allemagne, Espagne. Dans le dérapage incontrôlé, j'imaginais un conflit dégénérant en Corée, se répercutant, pour différentes raisons complexes, à travers toute la structure géopolitique du Rimland eurasiatique, jusque dans la corne de l'Afrique, et le scénario servait simplement à illustrer comment des problématiques géopolitiques a priori très éloignées de la question de l'évolution de la structure de l'Union européenne pouvaient contaminer cette structure, puisque je montrais comment ce conflit, en amenant le renforcement de l'alliance militaire franco-anglaise, entraînait la dislocation du rapprochement de l'axe Paris-Berlin et donc la dislocation de l'Union européenne. Les scénarios tournaient beaucoup sur la question du rapport entre Paris, Londres, Berlin et Rome. Le 7e scénario, la découverte de l'Europe, correspondait à quelque chose tout de même d'assez improbable, mais qu'on ne pouvait pas exclure, un resserrement monétaire brutal, le maintien de la zone euro au moment du resserrement et une guerre correspondant très largement à la conjonction d'une catastrophe financière planétaire et d'une catastrophe écologique, débouchant sur des flux migratoires monstrueux remontant vers l'Europe, et ce scénario me servait simplement à illustrer le fait qu'il était possible que dans le courant du quinquennat d'Emmanuel Macron, des événements majeurs se mettent en marche qui amèneraient les Européens à comprendre qu'il y a une définition possible de l'Europe, une définition probablement qui ne plaira pas aux adeptes du politiquement correct, mais une définition qui fait tout à fait sens. L'Europe peut être vue comme le sanctuaire de l'homme blanc. Clairement, un des enjeux du quinquennat d'Emmanuel Macron, pour moi, c'était le point de rupture, en quelque sorte, dans l'évolution raciale. Je vais employer des mots
violent, mais excusez-moi, ils décrivent la réalité du continent, avec la question de savoir si les Blancs accepteraient que l'Europe, comme les États-Unis, devienne une terre ayant vocation à héberger une majorité non blanche. Et puis enfin, le dernier scénario, la Troisième Guerre mondiale, était très court. Il était là simplement pour rappeler que dans l'hypothèse d'une catastrophe financière globale, d'une explosion, d'une dislocation géopolitique générale concernant aussi la zone euro, on pouvait avoir à ce moment-là des élites faisant le choix de la guerre, la vraie, la guerre thermonucléaire, et que même si la probabilité est extrêmement faible, elle ne peut pas être considérée comme nulle. Voilà en gros comment avait été organisé, voire Macron. Alors j'ai fait un premier retour sur ces scénarios en avril 2018, où j'étais arrivé à la conclusion qu'à cette date-là, je n'avais pas de raison de modifier mon analyse concernant l'ampleur du resserrement monétaire, on restait sur les 20-80. En revanche, je pouvais inverser les probabilités concernant le devenir de la zone euro et faire tomber l'hypothèse de son maintien tel quel à 40%, avec 60% de probabilité d'explosion ou de refonte fondamentale. Et puis j'estimais que les conflits entre grandes puissances, malheureusement j'avais été un peu trop optimiste 6 mois plus tôt, et on était plutôt sur du 80-20 que du 90-10 en faveur de la paix. Tout ça m'amenait à une révision générale des probabilités des scénarios, où en fait le scénario de la mort douce devenait moins probable, et c'était le scénario Euro 2.0 qui apparaissait comme le plus probable, avec un accroissement très significatif de probabilité pour le scénario du dérapage incontrôlé. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Alors, je crois que la probabilité de l'ampleur du resserrement monétaire brutal a augmenté, même si les prises de position de Jérôme Powell ont démontré que la Fed ne fera pas n'importe quoi, même si d'une certaine façon, comme je vous le disais, il n'est pas exclu que les États-Unis rentrent dans une phase paradoxale de stabilité par l'instabilité, je pense quand même qu'on peut remonter un peu la probabilité d'un resserrement monétaire trop brutal, non pas tellement d'ailleurs parce que M. Powell manquerait de prudence, je crois que c'est un homme très prudent, non pas tellement parce que Wall Street voudrait entre guillemets se faire Donald Trump, puisque comme je l'expliquais, il n'a pas tellement aujourd'hui, M. Trump, les moyens d'embêter réellement les gens qui voudraient pouvoir se débarrasser de lui, mais tout simplement parce qu'il s'avère que le système est tellement fragile qu'on peut vraiment penser que pour que le resserrement monétaire soit suffisamment prudent, il va falloir qu'il soit très prudent. Or, vu l'état du système bancaire aux États-Unis, mais surtout en Europe, il n'est pas certain que ce soit tout simplement possible. Et donc, je remonte à 30% la probabilité d'un resserrement monétaire trop brutal, impliquant une crise financière majeure, pire que celle de 2008, au moment où le retournement cyclique va vraiment commencer à se faire sentir en 2019 ou 2020. Concernant le devenir de la zone euro, je pense que maintenant son maintien à l'identique à l'horizon 2022 constituerait vraiment une très grande surprise. Pour moi, l'euro tel que nous l'avons connu jusqu'ici est vraiment maintenant en sursis. Avec ce qui se passe en Italie, avec les difficultés entre le gouvernement italien et la Commission de Bruxelles, avec en plus ce qui vient de se passer en France avec les gilets jaunes, tout ça ne sera pas gratuit, vous vous doutez bien qu'il va falloir que le pouvoir parisien lâche du lest. À mon avis, où l'euro va exploser de façon anarchique, où son mode de fonctionnement sera fondamentalement revu, c'est-à-dire que pour préserver le principe de l'union monétaire, l'Allemagne acceptera soit de lâcher du lest, soit de créer d'une manière ou d'une autre des territoires en quelque sorte permettant aux puissances aujourd'hui en difficulté, France et Italie, de se redonner un peu de marge de manœuvre. On va voir comment ça va se passer, mais en tout cas je situe maintenant la probabilité du maintien tel quel à 20%, pas plus. En ce qui concerne les conflits entre grandes puissances, je reste sur mon évaluation 80-20. Alors qu'est-ce que ça veut dire en termes de scénario? Ça veut dire d'abord que le scénario de la mort douce devient relativement improbable, il tombe à 11%. Il était parti de 43% il y a un an. Entre ce qui s'est passé en Italie, ce qui se passe en France, l'instabilité géopolitique au Proche et Moyen-Orient, franchement, la mort douce, ça ne risque pas tellement d'être le programme, ce qui, je trouve, est une bonne nouvelle, car c'était le scénario, personnellement, qui m'effrayait le plus, celui que nous laissions mourir dans un relatif confort. Je pense que les années qui viennent vont être très inconfortables, et finalement, c'est plutôt tant mieux. Le scénario qui, à ce stade, me paraît le plus probable, c'est Euro 2.0, c'est-à-dire une secousse extrêmement violente qui va déboucher sur un changement politique tôt ou tard, à mon avis, en France, c'est-à-dire que je ne pense pas que Macron finira son mandat, ou alors s'il le finit, il sera dans un drôle d'état, avec à la clé l'obligation d'une redéfinition du fonctionnement de la zone euro et d'une façon générale du fonctionnement de l'Union européenne.
Le scénario de la grande spoliation dans ces conditions me paraît moins probable parce que je ne crois pas que les classes dirigeantes européennes vont être en état de l'appliquer en quelque sorte. Là, on a bien vu ce qui s'est passé en France à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes et on s'aperçoit que les capacités de contrôle du gouvernement et du pouvoir en France sont quand même très limitées. Il suffit que dans quelques villes de province, sur quelques barrages de CRS, quelques CRS enlèvent leur casque en signe de solidarité avec les manifestants pour que une partie de l'appareil policier, peut-être sous l'impulsion du pouvoir politique, peut-être pas, choisissent de laisser se produire des incidents graves à Paris pour déconsidérer le mouvement. On s'aperçoit que la maîtrise de ces incidents graves n'a pas pu être opérée, c'est-à-dire que ces incidents ont échappé à ceux qui les avaient laissés se produire, très vraisemblablement. Et surtout, on s'aperçoit que contrairement à ce qu'espéraient sans doute les gens qui ont orchestré cette stratégie de la tension, le niveau de soutien de l'opinion à l'égard des Gilets jaunes n'a pas baissé. Ça veut dire en gros que le pouvoir est acculé. Donc ça veut dire que la possibilité pour lui d'organiser la grande spoliation, même s'il instrumentalise différents abrutis du genre crétin d'extrême droite ou crétin d'extrême gauche ou abruti antiraciste ou djihadiste en délire, eh bien, la probabilité pour arriver à organiser cette grande spoliation par la dictature me paraît très faible. C'est une bonne nouvelle. Le printemps italien, alors c'est un scénario qui est parti de 7% il y a un an et qui est aujourd'hui à 19%. C'est pas le scénario le plus probable à ce stade parce que pour qu'il ait lieu, il faut qu'il y ait une perte de contrôle complet de l'oligarchie. Pour l'instant, je pense qu'on est plutôt dans une situation de perte de contrôle partielle, obligeant l'oligarchie à revoir ses batteries. Mais la probabilité du printemps italien augmente. Il y a d'ailleurs, c'est assez frappant, quelques détails dans l'actualité récente qui renvoient à des passages de mon bouquin. C'est assez amusant. Par exemple, j'avais imaginé dans mon livre, dans le printemps italien, que Di Maio dirait à Juncker, le président de la Commission européenne, tu sais quoi, espèce d'ivrogne, tu peux te taire, hein, va cuver. Et c'est presque ce qui s'est passé, puisque quand il y a eu une passe d'armes entre la Commission et le gouvernement italien à propos du budget, ou à propos des migrants, je ne sais plus, enfin un des deux sujets, ou un peu les deux, Monsieur Salvini, c'est pas Monsieur Di Maio qui s'en est occupé, c'est Monsieur Salvini, a dit à propos de Monsieur Juncker, moi je parle aux gens qui sont sobres. Ce qui revient à la même chose, c'est assez amusant. C'est assez amusant de voir que j'avais imaginé une couverture du Wall Street Journal noire, avec juste écrit dessus 1929 au carré, et que récemment The Economist a sorti une couverture noire, avec écrit dessus juste 2019. C'est assez drôle à voir, il y a des détails dans ce qui se passe en ce moment qui annoncent ce type de scénario. Pour le reste, malheureusement, en ce qui concerne les scénarios guerriers, j'ai l'impression que le scénario du grand embrasement a une probabilité qui augmente considérablement. Parce que, tout simplement, lorsque vous avez une probabilité plus forte de catastrophe financière globale et une probabilité plus forte de dislocation géopolitique au niveau de la zone euro, vous avez aussi une probabilité plus forte d'instabilité incontrôlable et de recours en quelque sorte à la guerre comme ultime porte de sortie du capitalisme globalisé. Et donc je mets la probabilité de la Troisième Guerre mondiale à 5% maintenant, alors qu'elle était à 1% il y a un an. Voilà, donc en résumé, qu'est-ce qui s'annonce au bout d'un an de quinquennat d'Emmanuel Macron ? D'abord, ce qui s'annonce, c'est que l'époque va être beaucoup plus intéressante que prévu, que tout ça est très instable, que 2019 et 2020 promettent d'être passionnantes, très dangereuses aussi, mais très intéressantes. Et je dirais, comme prévu, ce qui s'annonce aussi, c'est que Emmanuel Macron n'est pas un acteur du système, au sens où il aurait une véritable marge de manœuvre, c'est juste un acteur dans une comédie. C'est le contexte général qui va déterminer son destin, contexte international, contexte économique, et ça par contre c'est quelque chose qui me surprend, aussi en quelque sorte le contexte psychologique propre à l'évolution du peuple français. Un peuple français toujours plus imprévisible. J'avais anticipé dans le printemps italien la possibilité d'un mouvement un petit peu du type des Gilets jaunes, c'est-à-dire un mouvement grassroots partant des réseaux sociaux, mais je pensais que cela viendrait après la dislocation de la zone euro, après une crise financière majeure. Je suis surpris de voir que ça vient avant. Et encore une fois, la principale leçon que j'en tire, c'est une interrogation. Si Macron en est déjà là, alors que les vrais ennuis n'ont pas commencé, mais qu'est-ce que ça va être quand les vrais ennuis auront commencé ?
Voilà, j'espère que cette revue d'actualité vous a intéressé. Donc, dans 48 heures, je pense, sortira la revue d'actualité complémentaire spéciale Gilets jaunes. Et je vous dis donc à bientôt.